tous, bonjour à vous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver à l'instant sur les antennes Equinox Télévision. Vous êtes encore là, présentement ce matin, pour le rendez-vous quotidien de 10-12, le Zénith, votre talk show qui vous permet en réalité de mieux comprendre les sujets qui gravitent autour du Cameroun, mais surtout l'évolution de l'actualité au Cameroun et les réalités qui nous entourent. Commençons déjà ce matin par saluer, bien sûr, le peuple malien qui s'est engagé depuis près de 2 semaines aujourd'hui à repenser à son avenir. Et on va le dire, le président Ibeka, hospitalisé, finalement a retrouvé sa maison hier soir. Aujourd'hui, la junte militaire au pouvoir lui permet effectivement de retourner s'il le souhaite se soigner à l'étranger s'il a bien évidemment les possibilités de le faire. Et c'est quand même une actualité à un étranger qui laisse comprendre également que la junte au pouvoir a choisi effectivement de nommer aujourd'hui des personnes à des responsabilités propres dans le pays. Madame, messieurs, l'exemple du Mali devrait véritablement servir aux autres pays africains ou pas. La question est posée à tous les Africains qui nous regardent ce matin à travers les différents canaux connus. Mais surtout ici au Cameroun, on va dire qu'hier soir, effectivement, tout a été pensé, mais surtout promulgué ou à travers un décret du chef de l'État qui nous a permis enfin de comprendre quelle sera la composition des régionales dans les différentes régions du Cameroun, les nombres des personnes qui seront impliquées dans ces conseils régionaux, notamment les délégués départementaux, y compris les chefs supérieurs ou encore les chefs traditionnels, qui seront les chefs qui seront retenus dans les différentes localités. Comment ceci va se passer? Mais surtout, la question de se poser, est-ce que le chef de l'État ne serait-il pas en train de tout faire pour énerver les acteurs politiques du moment qui lui demandent de tout faire pour stopper toute organisation d'une élection au Cameroun sans avoir repensé véritablement au code électoral, du moins qu'il y a un consensus électoral autour justement du système électoral au Cameroun? Comment expliquer l'attitude du chef de l'État aujourd'hui? N'a-t-il pas peur des Camerounais ou n'a-t-il pas peur des autres partis politiques? N'écoute-t-il personne d'autre que lui-même? La question bien sûr est posée, madame, messieurs. À vous de nous donner des réponses, bien sûr, au courant de l'édition. 10-12 le Zénith, c'est comme tous les jours avec la grande équipe. Charles Amel Batou, Karine Sontiam, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Encore ce matin, nous allons vous servir jusqu'à 12h. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement et allons dire bonjour à Charles Amel Batou. Bonjour Charles. Bonjour Monsieur Michel Ngatou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Grégoire Owona. Monsieur le ministre, ça ne va pas dans le Mongo. Un temps soit peu, prenez la peine de vous déplacer pour aller toucher du doigt, pour une fois, les réalités des populations et des travailleurs. 40 francs CFA payés à un ouvrier par régime de palme coupée ou par noix de palme coupée et 25 francs par régime de banane coupée. Bon Dieu, vous avez des employés qui sont à moins de 36 000 francs de salaire par mois. Ils sont en colère et ils se préparent encore à descendre pour exprimer leur colère. 40 francs par noix de palme coupée. Ah, c'est dur. Et on parle bien sûr du travail au Cameroun. Bien que le Cameroun fasse partie aujourd'hui de l'Organisation internationale du travail, est-ce que l'OIT accepterait justement le traitement malsain, inacceptable sur ces Camerounais qui travaillent dans ces palmeraies et dans ces plantations de bananiers, enfin de bananes plantains au Cameroun? Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Un groupe de journalistes camerounais l'avait désigné meilleur ministre de l'année 2019. Aujourd'hui, la une du quotidien La Nouvelle Expression nous annonce que Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice, sera convoqué à comparaître devant le tribunal de Paris, tribunal correctionnel de Paris, le 27 novembre prochain pour injure publique à l'endroit d'une Française dont l'identité n'a pas encore été révélée. Il nous est dit dans ce journal que la lettre lui est parvenue par voie diplomatique. Nous avons donc un ministre qui aurait injurié des gens par voie d'Internet, par voie de Facebook et devrait comparaître. Merci. Attendons de voir. Monsieur le ministère de la Justice, avocat de son État, sera
pour être devant la barre. Et vous précisez bien sûr, c'est le ministre délégué à la Justice, Mbongo Mbengan, qui est traduit devant les tribunaux français aujourd'hui. Ben, il aurait pu porter au moins la chose au niveau du Cameroun, non? Pour comprendre aussi comment ça se gère au Cameroun lorsqu'on a de pareilles histoires. Non, vous insultez une Française par coopération judiciaire. Elle a choisi de porter plainte au tribunal de Paris. Ouais. Donc le ministre sera à Paris. Ça nous rappelle une autre histoire également, celle de la procureure qui est à la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda aujourd'hui, et qui se retrouve dans les mailles de la justice, dans les mailles des personnes qui sont censées être poursuivies par les Américains aujourd'hui. Fatou Bensouda, dont on dit aujourd'hui qu'elle est en train de tout faire pour poursuivre quelques Américains qui auraient commis des exactions en Afghanistan. Elle-même, aujourd'hui, serait en train de payer le prix fort d'une implication dangereuse, mafieuse, dans un projet qu'elle ne comprend peut-être pas. De toutes les façons, nous nous souhaitons beaucoup de courage quand nous regardons ce qui se passe en Côte d'Ivoire et quand nous sachions effectivement l'implication de Fatou Bensouda en Côte d'Ivoire. Demandons-nous, est-ce que la retourne aujourd'hui? Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. C'est triste ce que vive la famille de ce jeune homme de 18 ans qui a été transféré à la prison centrale de Kondengui justement par le juge d'instruction parce qu'il avait été parmi ceux qui ont trouvé les images de l'épreuve de baccalauréat qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Il a été parmi ceux qui ont partagé et lui, il a été débarqué de Banganté et puis il a été envoyé à Yaoundé. Donc aujourd'hui, il est à la prison de Kondengui pour avoir partagé les épreuves de baccalauréat. Alors qu'on sait notamment que les personnes qui ont été accusées ou encore reconnues coupables de cette fuite d'épreuves-là au niveau de l'OBC ont été condamnées seulement à 3 mois de suspension de travail. Quelle est cette dichotomie au niveau de l'application de la loi? C'est un scandale, effectivement, Karine Sontia, puisque ça fait le tour de la toile aujourd'hui. On n'explique pas, effectivement, ce sujet-là. On en parlera tout à l'heure. Gros scandale, non seulement à l'EBC, scandale également dans les milieux de la justice. Dichotomie, Karine Sontia a trouvé le mot. Comment l'expliquer? Dominique Audrey, bonjour. Le jour n'est pas bon, Michel. Qu'est-ce qu'il y a? Le jour n'est pas bon. Comme Che Guevara le disait à son époque, si on n'a pas le courage de se rebeller, on n'a pas le droit de se lamenter. Ouais. Cette citation trouve son sens dans la situation que vit le jeune Gassam Noché aujourd'hui. Nous sommes nombreux, les Camerounais, à nous dire « Oh, vraiment, c'est triste, oh, le pauvre », mais personne ne fait rien. Che Guevara disait également à son temps, je vais pas avoir les mots exacts, qu'on doit tous pouvoir trouver en nous une once d'humanité, une once de sensibilité lorsque partout dans le monde, quelqu'un est affecté par une quelconque situation. On ne devrait donc pas accepter que ce jeune enfant, comme nous tous d'ailleurs, qui avons ou bien qui partageons des épreuves, à l'approche des examens, soit incarcéré simplement pour ça. On ne devrait pas l'accepter. Auquel cas, si on l'enferme, ce jeune homme, on devrait tous être enfermés. Tous être enfermés. Tous, parce que nous l'avons tous fait à notre époque. On ne peut pas donner 3 mois simplement aux personnes qui font sortir l'information et incarcérer la personne qui diffuse cette information. Pas de justice, 2 poids, 2 mesures. Donc, si vous enfermez cet enfant, vous enfermez tout le monde avec. Vous enfermez non seulement ceux qui ont même composé aujourd'hui, vous enfermez tous ceux qui ont eu la traçabilité, parce que s'il faut faire des victimes, effectivement, et s'acharner seulement sur ce petit garçon aujourd'hui, Madame, Monsieur, le Cameroun risquerait également de mieux comprendre cette situation. Ça peut faire bouger. Hein. Che Guevara a ajouté à votre suite que les révolutionnaires sont les opportunistes qui ont les principes. Sont les opportunistes qui ont les principes. Donc voilà une opportunité. Voilà. De faire valoir vos principes. Et on va rajouter justement la célèbre expression que la lutte nous libère. Merci à vous, Madame, Monsieur. Dans un instant, on parlera bien sûr de l'histoire du jour. Et parlons de l'histoire du jour, Dominique Audrey a pensé, pas pensé, on lui a restitué une histoire quand même assez solide pour nous ce matin. Oui. Comment allons-nous comprendre ce qui se passe, Dominique Audrey? Nous restons suspendus à vos lèvres parce que ça nous dérange déjà sans avoir même écouté. Pour nous qui avions préparé l'émission ensemble, nous vous écoutons. L'histoire de ce matin va diviser, ça va diviser les traditionalistes et ceux qui croient en Dieu, parce que le jeune homme qui nous écrit est âgé de 39 ans. Il a 39 ans et il dit « Ma vie tourne en rond depuis des années ».
Il raconte que sa vie est devenue cacophonique depuis qu'on lui a fait une révélation selon laquelle il était descendant d'un notable et que par analogie, il devait occuper cette fonction-là au niveau de la chefferie parce qu'à cette époque-là, sa grand-mère, une de ses grand-mères ne faisait que des filles et on a dit, le garçon qui viendra devra être notable. Lorsqu'il apprend ça, il a battu cela d'un revers de la main, ça ne veut rien dire, j'y crois pas et tout. Mais il dit qu'il est informaticien et il ne s'en sort pas dans sa vie. Ses oncles et ses tantes lui ont fait savoir que c'est la conséquence de ton refus d'adhérer aux traditions, d'accepter la succession à laquelle tu es destiné. Le jeune homme de 39 ans nous dit « Je suis croyant chrétien ». Et ma crainte est de perdre mon âme, de faire de la sorcellerie alors que je n'y suis pas encore initié. Je ne veux pas perdre mon âme. Ce jeune homme nous pose 3 questions aujourd'hui, celle de savoir comment contourner cette destinée, entre guillemets, disons ça comme ça. Est-ce que je suis contraint à accepter cette succession-là? Et 3, comment faire pour que la volonté de mes aïeux de me voir en tant que notable ne se réalise jamais? Comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas me retrouver dans ces choses-là? Parce que moi, Dieu, j'y crois dur comme fer. Voilà, situation compliquée ce matin. Nous saluons déjà toutes les populations qui nous regardent dans l'arrière-pays du Cameroun, à l'ouest du Cameroun précisément. Vous êtes des milliers là-bas chaque jour à nous regarder parce qu'il y en a quand même qui trouvent un peu de temps d'aller au champ et qui rentrent souvent regarder, disent nos aînés, retournez au champ. Moi, j'ai jamais compris cette histoire. Soyez quand même assez sérieux. Mais quand même, c'est une histoire telle que vous nous l'avez racontée ce matin. Nous avions longuement échangé là-dessus. C'est une histoire qui vient de l'ouest du Cameroun. Oui. Ce jeune Camerounais qui ne veut pas succéder à son grand-père et qui voit sa vie aujourd'hui tourner en rond. En rond, dit-il. Et ses oncles prennent la peine, vous l'avez très bien dit, lui dire tout le temps que ben, écoute, tu ne peux pas aller loin. Les maladies que tu as en permanence, c'est parce que tu refuses d'accéder au trône du grand-père qui jusqu'à présent, faut-il rappeler, est encore vide de la chefferie. C'est grave. Allez, c'est une histoire. Il veut quoi? Il veut sortir de ça? Il ne veut pas se retrouver dans cette histoire, vraiment. Il estime qu'en notable, on est sorcier? Oui, il ne veut pas faire de la sorcellerie. Bon, certainement, Mbombo Kéchara, mais vous nous expliquez en quoi ça consiste d'être un notable. Mbombo, il est un Mbombo, donc il est une autorité traditionnelle qui comprend ses réalités. Oui. Donc, je pense que la personne indiquée sur le plateau pour nous dire exactement comment se passe un Mbombo, premièrement. Mais Battu également, parce que lui, il a des ramifications avec la notabilité. C'est un chef, monsieur. On l'appelle quoi, un zouk? J'ai réduit. Non, tout à l'heure, il nous dira. Vous allez donner la chèvre. Hein? Non. Bonbon Bengan Kanji, on ne veut pas la succession du grand-père. On fuit le siège. La sorcellerie. Et on estime qu'il y a de la sorcellerie dedans. Et à un moment donné, on ne sait pas comment revenir parce que ça vit tout en rond. On vous dit que c'est ça le problème, allez résoudre. Comment est-ce qu'on résout ça? Le mec, lui, ne veut pas. On résout ça d'abord par chercher à éliminer l'ignorance. La pire des maladies au monde, c'est l'ignorance. Ouais. Parce que les gens vous ont trompé, qu'ils ont Dieu, vous avez cru, vous êtes ignorant, vous êtes perdu à jamais. Je répète, vous qui croyez trouver Dieu à l'église, vous êtes perdu à jamais. Et vous parlez de tradition, vous oubliez que lorsqu'on parle de l'église chrétienne, comme c'est le cas que Dominique nous rapporte, c'est une tradition. On parle de la tradition judéo-chrétienne. Et c'est tellement ambigu aujourd'hui qu'on ne sait même pas si c'est la tradition juive, si c'est la tradition romaine, si c'est la tradition grecque. Jésus lui-même a été embarrassé 7 jours avant sa mort. Quand il disait, moi, il n'y a ni juif, ni grec, ni romain et tout. Il a laissé les gens comme ça au carrefour sans rien dire. Première chose. Deuxième chose, la plus fondamentale, c'est nous, les traditionnalistes africains, qui avons appris au monde que Dieu existe. Sur la base de quoi vous venez nous dire que nous ne connaissons pas Dieu? Et je vous répète, même Engelbert Mvin, un mois avant sa mort, il était obligé de dire la vérité que nous savons depuis des millénaires. Quand il parlait de Moïse l'Africain, Moïse a créé le judaïsme parce que les Africains lui ont appris que Dieu existe. Et quand il est allé traduire les traditions africaines en hébreu, il a trouvé le peuple israélite en train d'adorer les faux dieux, donc les mauvais dieux, parce que le peuple dit de Dieu ne connaît pas Dieu.
On ne continuez plus avec ces genres de lucubrations qui risquent de vous perdre à jamais. Donc les Juifs ne connaissent pas Dieu, l'Occident ne connaît pas Dieu. C'est l'Africain qui a appris au monde que Dieu existe. La preuve, et je le dis, je mets quiconque au défi, vous pouvez organiser ces débats avec les papes et tout ce que vous voulez. Les gens qui ont assassiné Moïse, c'est Josué et Aaron. Je peux aller plus loin. En disant que Dieu a pris son truc, on s'est discuté, le cadavre de Moïse, c'est faux. Et comment nous définissons Dieu? Il faut d'abord venir par là. Nous avons une démonstration scientifique de Dieu. Nous ne sommes pas dans les croyances. Nous sommes dans la science. Dieu, c'est l'énergie initiale dont le soleil est la manifestation physique qui éclaire l'univers. C'est pour ça que malgré la canicule qui existe en Europe, on ne dit pas qu'il fait mauvais temps. Or, lorsqu'il pleut, on commence à dire il fait mauvais temps. Donc nous avons une explication scientifique de Dieu. Donc la science, Dieu, c'est nous. Or, la judéo-chrétien, vous êtes dans les croyances, vous êtes dans ce qu'on appelle les dogmes. Avec le Messie, les prophètes et tout ça, c'est faux. C'est la vie à travers. C'est pour cette raison que l'Occident est coincé aujourd'hui. Donc ne continuez plus à dire que les Africains, la tradition africaine ne croit pas en Dieu. Pour nous qui avons appris au monde que Dieu existe. Très bien. Non seulement l'Afrique, justement, Dieu, si vous voulez, hein, la croyance part de l'Afrique, vous le dites très bien. Maintenant, ce garçon qui a peut-être peur et il estime que dans la chaufferie, il y a la sorcellerie. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'il retourne, succéder à son grand-père, il va sa vie s'arranger? Il a à choisir où il meurt, où il sera dans les tribulations, où il vient sauver sa vie, pour utiliser le langage qu'il comprend mieux. Qu'il vienne dans sa tradition où il va trouver Dieu. Et les meilleurs gens pour l'amener à Dieu, ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas Jésus, ce sont ses ancêtres. Quand vous déclinez votre identité, je suis Mbengan Kandje, Mbengan Pim, Yemdjigi Ngohimba. Donc, il m'amène vers Dieu, vers la source initiale. Quand tu vas dire le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ils vous connaissent où? Ils vous connaissent où? Mais soyons sérieux, vous êtes en train d'alimenter les faux égrégores de quelqu'un d'autre. Au lieu d'alimenter l'égrégore, donc l'énergie initiale de votre famille, parce que vous êtes la descendance d'une famille, vous alimentez cet égrégore-là jusqu'à la source initiale. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il a commencé à vivre de manière de là maintenant. Tant pis pour lui. S'il ne retourne pas. S'il ne retourne pas, j'ai dit bien tant pis pour lui. Je n'ai pas envie de vous poser la question que vous avez fait comment pour être un bon Boko aujourd'hui. Est-ce que vous avez traversé justement la même réalité? Absolument. Ça s'est passé Absolument. comment? J'ai commencé l'initiation au Mbok le 4 février 1988. Et précisément parce que j'étais destiné à être Mbok. Je ne pouvais pas. J'ai tenté à un moment donné de m'écarter du problème. On me dit, jeune homme, voilà votre voie. Au point où, je le dis pour ceux qui me connaissent, mes parents voulaient que je sois pasteur à l'église presbytérienne camerounaise. Et les voies se sont fermées. Oui. Donc, il faut dire ça. Et justement, parce que Dieu n'est pas là-bas. Si Dieu était là-bas, on m'aurait accepté. Alors. Dieu est dans nos traditions et nous avons démonstration scientifique de Dieu. Ce jeune homme, c'est mon fils, rentre. Ce que vous appelez sorcellerie, c'est une science que les autres ne connaissent pas. Que les autres ne connaissent pas. Qu'on ne continue pas à vous mentir. Mahomet et Jésus, on voulait les tuer chez eux. Ils sont réfugiés en Afrique et c'est l'Afrique, l'Égypte et l'Éthiopie qui les ont encadrés et qui les ont sauvés. Le petit Jésus, on ne voulait pas le tuer chez lui. Eux qui connaissaient Dieu. Donc ne venez pas. Et le christianisme est né là hier, en 524, avec Constantin le Grand, qui lui-même n'était pas chrétien. Et quand les autres ont su ça, ils ont créé l'islam en 622, donc près d'un siècle après, et les guerres ont commencé. Très bien. Même Luther ne voulait pas former le protestantisme, il voulait réformer l'église catholique. Et après, le protestantisme est né. La guerre a commencé. Les inquisitions et tout. Voilà, les inquisitions, l'autre fondement. Mais soyons sérieux quand même. Merci. Même la représentation de Jésus, on connaît Gorgias. C'est le fils d'un pape qui était d'ailleurs bandit. La représentation, oui, parce que là, quand on me choque, je suis obligé de révéler. J'ai dit la photo de Jésus qu'on présente, il s'appelle Borgia, vous pouvez regarder sur le net tout de suite. C'est un acteur américain. J'ai dit,
Son papa c'était un bandit. Le père de La l'acteur. première représentation de Jésus, Oui, son oui. papa était pape et le fils lui-même était bandit. La première représentation de Jésus. Très bien. César, c'était César, ce n'est pas ce que vous parlez là. Merci beaucoup, Donc Mombo. il y a des choses. Mohamed, d'abord, Jésus était noir, Mahomet était noir, Bouddha était noir. Pourquoi on ne veut pas montrer la photo de Mahomet? Merci. Voilà. Alors, Ne parlez pas des choses que vous cher connaissez Lamem pas. Battu, c'est une question. Karine Sonta, je vous en prie. On parle tradition ce matin et nous nous tournons d'abord vers les traditionnels, ceux que vous êtes sur le plateau, peut-être pour mieux comprendre ce garçon qui nous regarde ce matin et qui est inquiet, à savoir, va-t-il retrouver le siège de son grand-père qu'il attend depuis, parce que, selon l'histoire, le siège est à la chefferie depuis inoccupé. Les notables ont déjà tout fait pour le ramener vers son siège. Il ne veut pas, il ne fait que s'enfuir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Qu'est-ce qu'il peut faire pour retrouver la paix? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme garantie que, une fois retourné, il ne serait pas dans la sorcellerie, comme il le dit très bien? Qu'est-ce qu'on va faire avec un tiède? Avec un Tiède. Ça veut dire? C'est sa même Bible qui le dit. Vous préfère chaud ou froid. Les tièdes, je les vomis. C'est dans la Bible, c'est écrit. S'il avait réellement cette foi, serons-nous en train de débattre là? Il a déjà choisi un camp, l'église. S'il se retrouve à un carrefour, ça suppose qu'il est perdu. Il est un hybride, M. Michel Ngatou. C'est un hybride, il ne sait pas là où il est. Il ne sait pas. Donc, conséquence, vraiment, il veut nous donner du travail, M. Michel Ngatou. Premier point. Deuxième point, l'église qui sait est une secte. L'église est une secte. Pernicieuse ou pas? Pernicieuse. L'église est une secte. Frappez sur Google. Le rassemblement de 3 personnes où il y avait des élévations, c'est une secte. Sectare, M. Michel. C'est un groupe de personnes qui se retirent pour poser un certain nombre d'actes. L'église en elle-même pratique la sorcellerie. Le corps de Christ qui devient le sang, le vin qui devient le sang. C'est le vampirisme. Et le pain qui devient le corps de Christ. Ça, c'est la sorcellerie. C'est le vampirisme pur. Il n'y a pas meilleure sorcellerie que ça. Et il vient insulter nos traditions de sorcellerie. Nous avons les reliques de Sainte Rita. Chaque fois, une fois l'année, on sort les reliques et les gens vont s'incliner devant la relique. Nous avons la langue de Saint Antoine de Padoue qui jusqu'à aujourd'hui, on dit depuis qu'on l'a enterré, sa langue est restée fraîche. On n'a pas pourri. On va faire des recueillements. Nous avons les reliques de Jésus. Vous appelez ça quoi? Avec les crânes qu'on balade tout le temps au sein de l'église, on vient présenter, vous appelez ça quoi? C'est pas la sorcellerie ça? Très bien. C'est la sorcellerie. Donc, monsieur Michel Ngatou. Donc les crânes chez nous, à l'ouest là, c'est la sorcellerie? Monsieur Michel Ngatou, pour une fois, les gens devraient comprendre ce que c'est que le crâne. À une certaine période dans l'histoire du Cameroun, il y a eu, pendant le mouvement migratoire, des guerres entre les différents peuples. Et ces peuples estimaient que la partie la plus importante qu'il y avait sur l'être humain, c'était la tête. Lorsqu'on voulait humilier quelqu'un ou sa descendance, on coupait la tête, on la prenait, on la fonçait sur un bâton et on exposait dans les quartiers pour faire honte. Les gens ont estimé que prendre la tête, qui est la partie la plus importante, et le fait était dangereux. Raison pour laquelle les peuples, même les bêtis, le font, je dis les écailles, pratique les crânes, monsieur Michel Ngatou. Je le dis aux dames Mondovision et je défie sur n'importe quel plateau, on peut expliquer cela. Il récupérait monsieur Michel Ngatou, donc le crâne qui était cette partie essentielle pour qu'on ne reste pas humilié, plus profané, et le corps et la descendance. Il s'enfuyait donc avec les crânes. Je fuis avec le crâne de mon père, je fuis avec le crâne de ma mère, je fuis avec le crâne de mes descendants. Voilà comment la migration a fait en sorte qu'en fuyant, on apportait les nôtres parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir revenir s'installer. Repartez dans la même Bible et parcourez l'histoire de Jacob qui s'étant couché sur une pierre, s'étant endormi, à s'est levé le matin, lui a demandé, son Dieu lui a dit verse de l'huile, verse du sel, fait le rituel et envoie. Donc je vous prends ces quelques exemples pour que vous compreniez un peu les ramifications qu'il y a avec l'église, entre l'église et les traditions. Donc l'église aujourd'hui s'est inspirée des traditions. Ce garçon est perdu parce que l'homme évolue dans son principe. C'est 3 phases de vie. La première phase de vie, c'est de 10 à 20 ans. La deuxième phase de la vie, c'est de 20 à 40 ans. Et la dernière, c'est de 40 à 60 ans. Après 60 ans, vous ne vivez plus, vous descendez tout simplement la pente.
Première phase, vous survivez. Deuxième phase, vous vous accomplissez. Troisième phase, vous vous affirmez. Donc la deuxième phase, qui est celle de 20 à 40 ans, vous vous accomplissez. Est-ce que cet enfant est en train de s'accomplir? Je m'attendais à ce qu'ils me disent que je ne suis pas marié, je me marie, les femmes m'abandonnent. Quand je vais traverser la route, la voiture me cogne. Non, puisque vous dites que rien ne fonctionne pour lui. Hein. Quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de femme. Ça veut dire qu'il n'a pas de femme. Non, monsieur Michel Gadjou, il doit être... Mais quand vous dites que la vie tourne, il doit expliquer. Il doit expliquer. Dans aucune tradition, je vais vous dire, on vous empêche d'avoir femme. Aucune tradition, surtout chez les Bantous, on ne vous empêche. Au contraire, on vous encourage à avoir une famille nombreuse. Un notable, aussi petit soit-il, doit avoir bamo 2 femmes. Parce que plus vous avez une descendance, plus cela démontre la puissance et la force. Aujourd'hui, quand vous descendez dans vos villages, quand vous prouvez, vous dites que je suis le descendant de, nous sommes dessus de la famille de, on vous craint. On vous craint par rapport à quoi? Parce que votre grand-père, parce que vos ancêtres étaient des conquérants, étaient des guerriers, étaient des lions, peut-être étaient détenteurs du pouvoir mystique. Il y a des familles dans les villages que c'est eux qui gardent la puissance du chef. On ne les attaque pas. Donc, la question, Chalamel, ce jeune homme doit-il retourner, récupérer le siège de son grand-père pour voir sa vie s'arranger? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement là maintenant? Non, le drame c'est qu'il dit que le siège de son grand-père est maudit. C'est la sorcellerie. Non, est-ce qu'il a dit? Je le dis, il a dit, c'est la sorcellerie. C'est ce qu'il a dit. Ah d'accord, oui. Il dit c'est la sorcellerie. Vous ne pouvez pas insulter une chose et demander à retourner prendre cette chose. Vous connaissez mon avis, je lui dirais tout simplement, fais ton choix. Tu as déjà fait un choix. C'est ça aussi s'accomplir dans la vie. Tu as fait un choix. Respecte ton choix. Mais si tu pars avec ce type d'intention, récupérer le siège de ton père, tu ne mettras pas long. Pourquoi? Parce que tu viens avec des idées préconçues. Mieux vaudrait pour toi aller prier le Dieu d'Israël, même comme Israël, eux, ils ont mis leur confiance dans les armes et le nucléaire. Merci beaucoup, Charles Bachou. Ce matin, madame, monsieur, c'est une question quand même liée à la tradition également. Et ce Camerounais qui souffre, ce Camerounais qui nous interpelle, nous demandons quel conseil peut-il avoir pour pouvoir se retrouver véritablement? Doit-il retourner se réasseoir sur le siège de son grand-père? Et on va quand même dire que c'est un sujet assez complexe, Karine Sontia. Est-ce que vous y comprenez grand-chose, vous? Moi, je comprends seulement que c'est un paresseux qui cherche l'échappatoire. Quelqu'un ne peut pas se lever et dire que tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Et il dit que c'est parce que dans la tradition, on a dit qu'il doit être notable. Qui dans ce mal accuse son pantalon. Parce que dans cette histoire, il ne nous explique pas ce qu'il a comme problème. Il nous dit que tout ce qu'il fait ne marche pas. Est-ce qu'il a trouvé un travail, on l'a renvoyé? Est-ce qu'il a commencé un business, ça n'a pas marché? Est-ce qu'il a trouvé une femme, elle a fini par partir? Voilà. Est-ce qu'il a acheté un terrain, on a arraché? Voilà. Il ne nous explique pas ça. Il nous dit que rien ne marche. Dans la vie de quelqu'un, quand rien ne marche, il se pose d'abord les questions à lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas? Et si c'était les réponses justement qui lui ont été données par ses oncles? Lui-même, il se pose la question, ça a donné quoi? Avant d'aller voir les oncles. Lui-même, il se pose quelles questions? Mais quand même, Karine, lorsqu'il va voir l'oncle, c'est-à-dire qu'il a longuement réfléchi. C'est trop facile. Et que l'oncle dise que ne vois-tu pas? Je dis, c'est trop facile pour quelqu'un de 39 ans de dire que c'est la tradition le problème. Encore qu'il croit déjà en quelque chose, je ne sais pas à quel niveau est sa foi, parce qu'on ne peut pas mesurer ça, mais je ne sais pas s'il a vraiment la foi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est assis chez lui, la foi lui a donné à manger. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est assis chez lui, le crâne est venu lui donner à manger. Je ne pense pas. Donc même le notable, là, il a un métier. Il est soit agriculteur, soit éleveur. Au cas contraire, il y a ses enfants. Au cas contraire, ses femmes sont des agricultrices qui ramènent à manger. Donc lui, là, vraiment, il veut trouver l'échappatoire facile en disant que la tradition est montée, la sorcellerie est descendue, grand-père m'a d'abord choisi, pourquoi je ne voulais même pas d'abord et tout ça. Vraiment, qu'il se pose d'abord lui-même les questions. Il y a des gens qui aujourd'hui ont ce genre de problème. Ils sont très nombreux aujourd'hui à penser que la faute c'est l'autre. Vraiment, à penser que la faute c'est l'autre, à penser que la faute c'est l'imaginaire. Parce qu'ils veulent bien que quelqu'un soit responsable de leur problème. De leur échec. De leur échec. Et ils ne se posent pas les bonnes questions. Qui est responsable? Ce n'est pas la bonne question. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Oui, mais quand vous dites que qui m'a fait ça? Non, mais Karine... Demandez à n'importe qui, va vous dire que c'est sûr que c'est ton père. Et demandez à n'importe qui que qui m'a fait ça. On va trouver le nom de quelqu'un. Oui, je dis Karine,
je me mets même pas à la place de ce garçon qui est en train de se plaindre aujourd'hui. Et on peut parfois se rendre compte dans la vie que tout ce qu'on fait ne marche pas. Quel que soit. Écoutez, il y en a qui sont assez intelligents, qui parfois aujourd'hui, vous ne comprenez pas ce qui peut être à l'origine de leur déphasage à la société. Ça veut dire Et il y en a qui sont super bien, mais à un moment donné, des règles dans tout ce qu'ils font. Vous savez que et on vous dira justement qu'il y a les coutumes qui vous suivent. Allez faire les coutumes. Je dis n'importe quoi. Oui. On vous dit qu'il y a des coutumes qui vous suivent, allez faire des coutumes chez vous pour pouvoir trouver la paix dans votre vie. Oui. Vous n'y croyez pas, vous? C'est pas de ça qu'il est question. Non, mais je fais un C'est rapprochement. pas de ça qu'il est question. Lui, il n'est même pas d'accord. Il dit que c'est la sorcellerie. C'est pour ça que je dis que soit le problème c'est lui, parce que il ne nous dit pas le vrai problème. Vous dites que quelqu'un qui est très intelligent n'arrive pas à avoir n'arrive pas à être en phase avec la société. Mais ça s'explique même psychologiquement. Quelqu'un peut ne pas être en phase avec la société avec tous les diplômes du monde. Très bien. Donc, pour Quelqu'un vous, peut n'avoir même pas fait une classe dans sa vie. C'est-à-dire, il n'a jamais pu s'asseoir sur un banc et prendre des leçons, mais être très en phase avec la société parce qu'il a su lire son environnement. Donc, pour vous, c'est un paresseux qui trouve juste il trouve l'échappatoire facile. Très bien, merci. Dominique Audrey, pour en sortir véritablement, est-ce qu'on va dire ici, pour penser comme Karine, que c'est un paresseux, est-ce qu'il ne peut pas également avoir quand même une once de vérité dans ce qu'il est en train de nous expliquer ce matin? Vérité selon quoi? Que c'est parce que retourner sur le siège du grand-père qui ne veut pas, les appels des notables, et qui lui ont dit viens récupérer le siège qui t'appartient et qu'il refuse, estimant que c'est la sorcellerie. Ne pensez-vous pas quand même que si ça lui tourne en rond, quelque part quand même il peut avoir des vérités prouvées au niveau de la tradition? Moi, je ne le pense pas parce que je n'y crois pas à ces choses-là. Je ne crois pas que vous soyez assis dans un fauteuil soit déterminant pour que vous ayez un emploi ou que vos affaires marchent. Chez les chrétiens, on nous apprend au niveau de la catéchèse que Dieu, le Dieu auquel on croit de l'autre côté là-bas, c'est un Dieu qui vous donne le libre choix. Chacun a le libre arbitre de faire ses choix. Conséquence, Dieu là-bas ne va pas vous empêcher d'avoir un travail, ne va pas faire comprendre ne va pas vous rendre malade, ne va pas pour que vous veniez chez lui. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu qui laisse la liberté à chacun de faire ses choix. Si vous choisissez d'être avec Dieu, c'est OK. Si vous choisissez, parce que si quelqu'un n'est pas avec vous, il est contre vous. Si vous choisissez d'être de l'autre côté, c'est votre choix. Et je le dis ici tous les jours, peu importe le choix qu'on fait, les conséquences, on doit pouvoir les assumer lorsqu'elles arrivent, parce qu'elles adviendront d'un côté comme de l'autre. Et je crois que le monsieur a été suffisamment clair dans son histoire. Il veut savoir comment contourner cette tradition, entre guillemets. Lui, il croit en Dieu et en ces choses-là, il ne voit pas son intérêt là-dedans. Est-ce qu'il y a des possibilités de contourner? Maintenant, si on dit, pour ceux qui pratiquent, qui savent de quoi il en retourne, qu'on ne peut pas le contourner, mais qu'il se retourne simplement à Dieu, que Dieu l'aide. Que Dieu l'aide. Est-ce que ce Dieu-là, il le connaît déjà? Pardon? Est-ce que ce Dieu, il le connaît déjà? Parce Bien sûr qu'il le connaît. On a entendu justement Bonbon Bengan, justement, attendez, vous défini vous ne pouvez pas être comptable. Non, vous ne pouvez pas être comptable de ce que quelqu'un sait ou ne sait pas. Vous et moi, nous sommes ici. La personne est chez elle là-bas. Elle seule sait quelle est sa relation avec Dieu. Donc, nous sommes les personnes les moins autorisées pour lui dire qu'il croit ou qu'il ne croit pas en Dieu. Donc, pour son problème, qu'il fasse ses choix. Il croit en Dieu, d'accord. Croyez en Dieu et accrochez-vous à lui. Si vous estimez que c'est de la sorcellerie et que vous n'êtes pas initié à faire ce genre de choses, parce que dites-vous bien qu'on ne parle que par rapport à ce qu'on voit dans notre entourage. Si cet homme nous dit aujourd'hui qu'il voit en ça de la sorcellerie, ça veut dire que certainement il a dû assister ou bien il a ouï dire des choses qui portent à croire que c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, on ne va pas lui taper sur les doigts pour ça. Si vous faites la ronde, même en bas de l'immeuble ici, beaucoup de gens vous diront, moi je ne crois pas à ces choses-là parce qu'on m'a dit que les notables font telle chose. Les notables font telle chose. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment donné, est-ce que vous ne croyez pas à un moment donné, parce que nous aussi nous sommes chrétiens. Oui. Moi j'étais chrétien. Ok, ça a changé. Okay. Non, j'étais chrétien. D'accord. À l'église justement, on nous apprenait, n'allez pas verser de l'huile sur vos crânes. N'allez pas au village faire les rites. Et que nous nous rendions compte très tard que c'était une grosse erreur, une hérésie en réalité. Vous êtes donc d'accord avec moi Est-ce que ce n'est pas justement effectivement cela. Parce qu'on peut entretenir pour vous désorienter des chemins qui vous sont propres
Et vous amenez à épouser une idéologie qui n'est pas la vôtre quand même, non? Vous ne pensez pas que qu'il peut y avoir tous ces éléments-là qui gravitent autour de ce monsieur? Non, moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que psychologiquement, lorsqu'on a dans notre entourage des gens qui veulent vous faire absolument croire en quelque chose, vous commencez à vous comporter comme tel. Vous aurez, peut-être, il a fait un investissement qui n'a pas marché parce que normalement, ça n'a pas marché. Tout n'était pas réuni pour ça. Il y aura des échecs et on va lui dire, c'est parce que tu n'es pas allé faire telle ou telle autre chose et ça va se manifester comme ça. Donc, il est libre de faire son choix. S'il a choisi Dieu, qu'il aille. Mais s'il voit qu'il va essayer de l'autre côté, et là, je suis d'accord avec M. Mbachou, si vous allez faire quelque chose avec deux cœurs, parce que même Dieu, on ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps, vous connaissez la parabole, il va falloir faire un choix. Il y a un qui sera lésé. Merci beaucoup. Allez, on va prendre juste 2 minutes. Vraiment, 2 minutes. C'est-à-dire que Mombok, vous avez 1 minute Mombok. Et Charles a 1 minute pour boucler ce sujet. Je ne vais pas atteindre 1 minute. Allons-y. D'abord, le Dieu de la Bible n'existe pas. On invente des choses. Il n'a jamais dit que vous avez la libre arbitre. C'est les inventions de ceux qui commandent la Bible. J'ai parlé de la catéchèse. Lui-même, justement, la catéchèse a été inventée pour vous tromper. Lui-même, Dieu, s'il laissait le libre arbitre, Paul, qu'on appelait Saoul, n'aurait pas vu le chemin de Damas. Il aurait laissé Paul qui a choisi de persécuter les chrétiens. Pourquoi ne l'a-t-il pas choisi? Deuxièmement, Jésus là, votre Jésus, quand il mourait, il a dit à un brigand qu'on sera ensemble. L'autre n'a vu quoi? Non, soyons quand même sérieux. Deuxième chose, les premiers papes qui étaient à l'église catholique se mariaient. Comment le célibat est entré dans l'église catholique? Il faut lire, il faut chercher. Autre chose, je termine par là. J'ai dit, je répète, c'est nous les Africains qui avons appris au monde que Dieu existe avec nos cultures. Très bien. Et la démonstration de Dieu est scientifique. Merci. Bon. Ce n'est pas des dogmes. L'émission va se poursuivre. Charles Hamel, rapidement, 1 minute. Je voudrais dire qu'il y a 3 choses. La première chose, apprenez à écouter la voix intérieure. Il y a une voix en vous qui vous parle. Suivant que vous entrez dans une église, suivant que vous entrez dans un lieu sacré, quand je parle de lieu sacré, vous avez une voix intérieure et cette voix ne vous trompera jamais. Pour ceux qui sont en train de douter, qui doutaient par rapport au culte des crânes, chez les Bétis, on appelait ce rituel le melang. C'est le melang qui était tenu par un Ngonmelang. Ngonmelang, vous pouvez chercher cela même sur les moteurs. Là-bas, le rite même des ancêtres de protection du culte des crânes, on déposait même le crâne et on partageait un repas avec le crâne. Allez chercher ce qu'on appelle le Ngonmelang et arrêtez de dire qu'il n'y a que les Babilikés qui pratiquent le culte des crânes. Même chez les Bétis, on pratique le culte des crânes. C'est même encore plus profond, on appelle ça le melang. C'est un rite, le melang, M-E-L-A-N. Donc cet enfant, il écoute la voix intérieure. Et que justement la voix intérieure soit la sienne. Il sait exactement ce qu'il a fait. Madame, monsieur, on a pris un peu plus de temps quand même ce matin parce qu'on parlait de nous. Et vous savez, nous, c'est nous. Si nous ne parlons pas de nous et que nous passons tant après des autres, ce sera très compliqué. Pensons justement à demain. Pensons à ces enfants qui grandissent. Pensons justement à la réalité, à la culture africaine. Et empruntons bien sûr la pensée à quelqu'un qui disait de son temps, en tant que contemporain, la culture est tout ce qui nous restait quand on a tout oublié. Mais nos us, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Parlons de colère, madame, monsieur. Charles Hamel, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des mairies dans ce pays par l'opposition. Comment comprendre l'ensemble des difficultés que rencontrent les maires de l'opposition dans la gestion de leur commune? Vous est-il déjà arrivé de faire une étude comparative entre les mairies tenues par le parti au pouvoir et les mairies de l'opposition? Vous allez vous rendre compte que les mairies de l'opposition tirent le diable par la queue parce que des difficultés, de gros obstacles entravent leur bon fonctionnement. Comment comprendre l'ensemble des difficultés que rencontrent les maires de l'opposition dans la gestion de leur commune? Comment comprendre le fait pour ces maires de subir la torture de leur tutelle administrative qui, de manière directe, torpille l'ensemble des projets proposés? L'ensemble des projets proposés
trouve toujours des avis non favorables, c'est après moult discussions qu'on arrive parfois à lever un peu le pied sur certains dossiers. Comment comprendre que l'ensemble des réalisations, même lorsqu'elles respectent les canaux et les canons, ne parviennent pas à atteindre le bout du tunnel parce qu'il faut absolument démontrer que l'opposition ne travaille pas? Comment comprendre cette politique de deux mesures qui existe entre les différents propriétaires ou les gestionnaires des communes territoriales décentralisées? Comment comprendre le fait pour les structures étatiques de ne plus payer les recettes municipales du fait que c'est un maire de l'opposition? Parce que vous êtes maire de l'opposition, on se braque, on s'oppose, on ne paye plus, on vous informe, tout est géré par Yaoundé. Comment comprendre le fait pour les entreprises basées dans une commune? Parce que tenues par l'opposition, les entreprises refusent d'accompagner toute initiative organisée par la mairie du fait qu'elle est de l'opposition. On préfère traiter avec la mairie ou traiter ou s'investir dans les projets du parti au pouvoir, quel que soit le lieu. Incroyable, me direz-vous. Comment comprendre cette bataille rangée qui existe entre les maires et les receveurs municipaux, occasionnant très souvent des mouvements d'humeur? Si Yaoundé ne donne pas le quitus, on ne décaisse pas, obligeant parfois certains adjoints au maire à poser des actes répréhensibles, non-respect de certaines règles en matière de procédure administrative. Comment comprendre que dans certaines mairies tenues par l'opposition, les maires soient infantilisés par les receveurs municipaux qui opèrent des paiements non ordonnés, ne donnent pas de manière régulière la radioscopie financière des caisses de la commune, font la rétention des mandats de paiement, exigent aux usagers 10% contre paiement des factures, non-paiement des salaires des agents et des indemnités des adjoints au maire à cause d'une seule chose: opposition, opposition, opposition. Que se cache-t-il derrière l'expression « maire de l'opposition » ? Pourquoi ne pas y voir les pauvres populations dont on est censé défendre? Comment comprendre la mauvaise collaboration qui existe parfois entre les forces de maintien de l'ordre et les maires de l'opposition? Que dire du financement de projets liés au reprofilage des routes secondaires, éclairage public, alimentation en eau potable, insécurité? N'allons pas regarder l'affaire du budget parce que l'ensemble des maires de l'opposition, parfois lorsqu'ils passent, ils se rendent compte que les budgets, les financements sont à tête chercheuse. Il faut crier, il faut gueuler, il faut faire des sorties médiatiques et dans les réseaux sociaux pour se faire entendre. Eh bien, pourquoi donc permettre à ces maires de prendre, ou à ces partis d'opposition de prendre des mairies si vous, au niveau de l'État, vous n'êtes pas censé les accompagner parce qu'ils sont de l'opposition, laisser pourrir un ensemble de situations, des routes inaccessibles, et pourtant, au fond, les véritables souffres-douleurs, ce sont les populations. Charlemagne Bathiou, c'est une collègue justifiée ce matin. Nous vous disons merci infiniment parce que les maires de l'opposition souffrent et broient du noir au Cameroun. Il y a quelques jours encore, nous avions eu la chance d'échanger avec le maire, je pense bien c'était Ezeka, Karine, je peux me tromper? Nous échangions avec un maire, c'était le maire d'Ezeka, je pense bien. Voilà, Sylvain, quelque chose comme ça. Sylvain Diop. Sylvain Diop, merci beaucoup. Et qui nous a justement relaté les réalités, ce qu'il vit aujourd'hui au niveau de la mairie d'Ezeka. Lui qui est maire de l'opposition PCRN. Et on va peut-être prendre le cas de l'ancien maire SDF de Douala 5e ici. Douala 5e. Douala 3. Douala 3e. Douala 3e. Oui, SDF. Diop Théophile. Diop Théophile. Voilà. Allez. Non, le maire c'était Ebanda, Gustave Ebanda, RDPC. Des maires avec lesquels nous avions pris le temps d'échanger et qui nous ont raconté des choses exécrables. Est-ce que le Cameroun devrait, est-ce que le contrôle Mbombo Mbengue, le contrôle justement du pouvoir est tel qu'il faut absolument tuer l'opposition et tuer les populations parce qu'on veut conserver le pouvoir et démontrer aux populations que le maire de l'opposition ne fout rien au niveau de sa municipalité? Oui, je vous réponds sans embâche, oui, c'est ça l'orientation. L'orientation au Cameroun ou bien dans tout le monde? L'orientation au Cameroun, c'est de tuer l'opposition, de renforcer le régime UNC-RDPC.
Ce que les UPC appellent le système ojulatiste. C'est ça le principe. Donc c'est un principe reconnu, c'est-à-dire que c'est une reconnu, logique pour la gouvernance au Cameroun. Absolument. Absolument. Vous pouvez, pour un exemple précis, quand vous relisez les textes du RDPC, sorti en mars 1985 à Bamenda, vous prenez l'article 184 du règlement intérieur qui fait de tous ceux qui ont rang et prérogative de chef service d'administration publique astreinte à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. C'était la suite de ce que l'UC et l'UNC a fait. L'UNC est né en septembre 1966 et le RDPC en 1995. C'est la continuité. Et même pour le comprendre, lorsqu'on veut créer le parti unifié en 1966, les bébés Eyidi, qui étaient dans le parti du Cameroun, les autres là, on les avait mis en prison pour les contraindre. Et Aïdjo manipule quelque chose là, je pense que c'était l'article 3 de la Constitution en 72, qui disait qu'on reconnaissait les partis politiques au Cameroun alors qu'il n'en existait qu'un seul. C'est d'ailleurs pour cette raison que 2 ans avant, le docteur Abel Eyinga avait postulé pour être président de la République et il a même été condamné. Donc l'orientation c'est cela. Et regardez d'ailleurs une autre lecture avec les députés du RDPC. Ces députés ont la majorité qu'on dit d'obèses. Mais pourquoi eux-mêmes, ils vous disent, mais l'opposition ne fait rien. Donc le SDF en souffre depuis mai 1997. Parce que comme le parti au pouvoir avait réussi à mettre dans son escarcelle le MDR, l'UPC de Kodok et tout, bon, l'UNDP, l'UDC d'Ndamjoya essayait de tenir un peu. Maintenant, les choses changent en mai 1997, quand le SDF entre. Et en janvier 1996, le SDF prend les mairies de l'opposition. On verrouille. On verrouille. Et on disait, ah mais on ne donne rien. On ne donne même pas de cartons aux mairies d'opposition. Au point où le gouvernement est arrivé à ne pas donner des cartons pour les constructions de salles de classe dans les mairies contrôlées par l'opposition. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. On avait d'ailleurs créé à un moment donné un ministère des investissements publics qu'on avait confié à Justin Dioro, mais c'était pour verrouiller. C'est pour verrouiller. Donc, en fait, c'est pour que le parti revienne. On a envie de comprendre. Lorsqu'on verrouille, que font donc les populations? Que font-on des populations en réalité? Justement, les populations, je vous l'ai dit... Que font-ils? Les populations ont été orientées dans les églises et dans les affaires du football. Et donc, pourquoi il y a multiplication des églises? C'est justement pour qu'il y ait moins de citoyens véritables. Il n'existe pas de loi qui régit les syndicats au Cameroun. On empêche la société civile de se mouvoir. Donc, le plan est là. Si vous êtes un maire de l'opposition, je vous dis, le SDF en a fait les frais. Parce que quand le SDF le disait lors de la première municipale multipartite en janvier 1996, d'abord, et je prends en paix à son âme, Kungwe Dima, je suis obligé de le dire. Parce qu'à l'époque, les gouverneurs n'étaient pas impliqués. C'est les sous-préfets qui étaient impliqués dans le processus électoral. Lorsque les résultats tombent, le Social Democratic Front a pratiquement 5 mairies sur 6 à Douala. On ne peut pas verrouiller, on ne peut pas arracher les mairies. On fait comment? Kungwe Dima, le gouverneur qui n'est pas impliqué dans le processus, il dit au sous-préfet, laissez-les, on verra par la suite. Donc voilà comment on laisse, donc on verra. Le SDF qui vient avec une politique, on veut Froundi venait même à enlever les ordures aussi, parce que c'est à l'époque où Isakam n'arrivait même pas, il avait une dette de l'ordre de 40 milliards qu'on ne payait pas. Donc les mairies SDF ont commencé par une éducation à la citoyenneté, ramassage des ordures, ainsi de suite. Maintenant, les moyens qui devaient leur être alloués pour commencer le travail, on verrouille. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la décentralisation, parce que la Constitution également promulguée cette même année, janvier 1996, coïncide avec le fait que le SDF est en position, il faut donc verrouiller. Et on a mis la mention dans certaines dispositions de la Constitution, les institutions seront mises progressivement. Disposition sera appliquée par la loi. Donc, vous voyez, on attend. Donc, c'est des techniques
qui font que l'opposition ne peut pas se déployer et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Merci mon Bengan, merci à vous madame, messieurs de rester présents sur les antennes Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit, comme vous le savez, du lundi au vendredi de 10h à 12h. Et nous allons à l'instant marquer juste une légère pause et on se retrouve pour recueillir les avis de Karine Santia et Dominique Audrey au sujet bien sûr de la colère du jour. Allez, soyez les bienvenus, madame, monsieur, si à l'instant vous vous joignez à nous. Nous sommes sur Equinox Télévision, comme c'est le cas du lundi au vendredi, et avec la grande équipe, bien évidemment, de 10-12 le Zénith. Vous avez Charles-Amel Bachou, qui est toujours présent, Dominique Audrey, Oyengelek à ma droite, Mbonbon Bengan également, mais surtout Karine Santia. Allez, nous parlions d'un sujet qui était assez révélateur concernant les réalités que connaissent les maires de l'opposition au Cameroun aujourd'hui. Comment est-ce que le régime s'emploie à les broyer véritablement, ne leur donnant pas l'occasion de pouvoir s'exprimer pour les engagements qu'ils ont pris avec les populations dans leurs circonscriptions administratives. Allons recueillir bien sûr l'avis de Dominique Audrey d'abord. Pour mieux comprendre cela, Dominique, qu'est-ce que vous pouviez bien dire à la suite de la colère exprimée ce matin par Charles-Amel Bachou bien avant la pause? C'est compréhensible qu'on ait des partis de l'opposition, des partis d'opposition qui soient mis en difficulté dès la prise de service. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est question de faire voir aux populations qu'ils ont fait un mauvais choix en élisant ces partis d'opposition-là. Comme par exemple à Bafouan, là-bas, on a Madame Djokam qui est du parti de l'UMS. On vous dresse un tableau, on vous met des bâtons dans les roues, comme on dit communément, pour que aux prochaines représentations et aux prochaines présentations électorales, vous n'ayez plus à plébisciter ces personnes-là. On voudrait les discréditer. On vous a promis de l'eau, vous n'en aurez pas. On vous a promis qu'il y aurait des routes. On s'arrange à ce que les budgets ne soient pas alloués. On s'arrange à avoir des receveurs municipaux et autres, les différents corps constitués qui soient pas forcément du même parti, qui vont se retrouver à faire des manifestations, à protester, pour montrer simplement aux populations que vous voyez, quand nous on était là, ce n'était pas comme ça. On vous a toujours bien entretenu, contrairement à eux qui vous ont vendu le rêve. Donc ils sont simplement dans une campagne de discrédit. On veut simplement discréditer les partis de l'opposition et comme ça on est sûr de les tuer peu à peu, de les effacer des mémoires, de les jeter aux oubliettes du côté de la population et c'est quelque chose qui est répréhensible. On parlait de guerre hier, voilà une autre guerre qui est... que se livrent dans les municipalités. Une guerre déloyale et on ne devrait pas avoir ce genre. Je crois que les divergences politiques devraient permettre de promouvoir ou bien l'explosion du pays, disons ça de façon générale. Si on a un parti ici qui est aux affaires aujourd'hui, on doit être combatif pour que si moi je viens après, si on n'a pas eu d'eau, je donne l'eau. Celui qui vient ensuite, on va avoir l'eau avec les cartes magnétiques, ainsi de suite, on va grandissant. Mais ici, chez nous, on a l'impression que c'est autre chose le but visé. On voit plus les avantages qui sont pour nous, contrairement aux populations dont on demande les votes généralement. Donc, ce genre de situations sont à plaindre aujourd'hui. Alors, et qu'est-ce qu'on peut bien dire, Karine Santia, sur cette question? Les populations conscientes aujourd'hui, puisque nous en parlons sur nos antennes, les populations qui comprennent les réalités, les manigances, les tractations qui empêchent bien sûr les maires de l'opposition à apporter des satisfactions réelles au niveau des municipalités. Je ne sais pas si la question est bien posée, mais qu'elles peuvent bien sûr les populations dans ce cas-là? Les populations n'ont rien à faire. Elles ne peuvent rien faire, mais il faudra déjà qu'elles soient informées de ce qui se passe. Parce que ce qui s'est passé c'est pas aussi un prétexte pour que les maires de l'opposition voient l'argent, hein, parce qu'on se connaît. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les populations doivent d'abord être informées, qu'elles sachent vraiment ce qui se passe. Parce que lorsque l'information vient d'une seule bouche, on n'arrive pas à faire le poids pour avoir le juste milieu. Vous vous rendez, imaginez un peu ce qui se passe par exemple dans le Noun, avec la maire Tomaino Ndamjoya et le préfet Boyo Modonassian, qui se livrent dans des joutes verbales, notamment concernant la création, la mise sur pied d'un syndicat des communes de département et la création d'une police municipale. C'est-à-dire que la maire veut mettre sur pied une police municipale qu'elle va former. La formation devait commencer le 21 août. Sauf que le préfet du Noun dit que ce qu'elle veut faire ne correspond pas à ce que nous dit le code de la décentralisation, notamment l'article 216.
alinéa 3. Sauf que la maire a dit qu'en attendant, elle a réagi en disant qu'en attendant que le ministre de la décentralisation ne réagisse pour annuler ce que j'ai entamé comme processus, je commence d'abord mon action. Vous voyez qu'il y a un jeu trouble dans leur travail qui est effectué notamment par l'administration, c'est-à-dire les administrateurs civils principaux, préfets, sous-préfets et autres qui tendent à ralentir les maires dans les actions. En quoi est-ce que c'est mal de mettre sur pied une commune municipale? En quoi est-ce que c'est mal de vouloir mettre sur une police municipale? Autant pour moi. En quoi est-ce que c'est mal de mettre sur pied un syndicat des communes pour un département, ce qui est légitime et normal? En quoi est-ce que c'est mal? C'est parce que les autorités voient en face une force qui arrive de l'opposition. Ils savent que si elle s'implante véritablement et réussit par le travail à gagner les cœurs des citoyens, on risque de ne plus jamais entendre parler du parti au pouvoir dans cette localité. Et c'est ce qui se passe dans le Noun jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire en sorte que le RDPC, même bien que ce soit le sultan qui soit le représentant principal de l'Ouest dans le cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce soit une mairie, ce soit l'opposition qui soit à la tête de la mairie dans le Noun, justement parce qu'ils ont réussi notamment à faire table rase de ce que pouvait présenter le parti au pouvoir dans cette localité-là comme primeur face à l'opposition. Quand un parti au pouvoir commence déjà à féliciter les actions de l'opposition, posez-vous toutes les questions. Parce que ils ne sont pas censés féliciter ce que l'opposition fait ou commencer à dire que tel fait bien, on ne félicite pas, mais il y a des moyens qui sont censés. Non, je dis, il y a de l'argent, je prends un exemple, il y a un budget. Par exemple, des communes, n'est-ce pas, qui est censé être octroyé à chaque commune. Oui. Comment vous expliquez que les mairies de l'opposition n'obtiennent pas suffisamment le budget ou bien les obtiennent parfois tardivement ou même sont obligés de faire les pieds des grues pour pouvoir obtenir leur argent? Comment vous expliquez ça? Moi, j'aurais dit sur ce plateau un jour que lorsque la France commence à apprécier un président africain, méfiez-vous de ce président. Et c'est ce que je suis en train de dire. Lorsque le parti, le RDPC, commence à apprécier quelqu'un qui est de l'opposition, posez-vous des questions sur ce que cette personne est en train de faire. C'est pourquoi je dis qu'au sein de l'opposition, il y a certains partis qui se sont accaparés de certaines localités et à raison. Parce qu'ils ont vu que de ce côté-là, le RDPC doit avoir un pouvoir. Le Noun, c'est quand même plus de la moitié de la région de l'Ouest. Et donc, ils ont réussi à s'accaparer de cette localité-là. Mais il y a que l'administration qui est placée sur place joue le rôle de commandement tel qu'on l'appelle. C'est-à-dire qu'elle est là pour limiter les actions de ceux qui ne pensent pas comme elle. Parce que, notamment, ils sont là pour battre campagne. Vous voyez que pendant les campagnes électorales, ils sortent avec les voitures. Ils portent le vêtement du parti politique au pouvoir. Donc, le but même, ce qui est utilisé comme arme principale du pouvoir pour limiter les actions de l'opposition, c'est notamment l'administration. Très bien. Charlamagne Bachou, aujourd'hui, peut-être pour sortir véritablement de cette question, en regardant les populations camerounaises qui sont conscientes de cette réalité et demandant bien sûr à ces populations, comment pouvez-vous comprendre qu'il y a des faits comme cela et que personne ne se lève dans la population pour dire au maire, monsieur le maire, nous vous demandons des comptes parce que nous vous avions élus. Qu'est-ce qui peut expliquer que nous attendons la route depuis que nous n'avons pas cette route? Et que le maire lui-même, conscient que, d'accord, je ne sais pas ce que je veux dire à ces populations, pour qu'elles puissent m'écouter, j'ai des médias dans lesquels je peux porter ma voix et dire ce qui se passe réellement. Et quand bien même vous direz, comment expliquer justement, je vais dire, le sommet dans lequel résident les populations aujourd'hui, Charlamagne, pour ne pas demander des comptes au maire de l'opposition. Gachou, je partage déjà un rêve avec vous, l'un de mes rêves. Et l'un de mes rêves, c'est de regarder derrière ma télé le RDPC dans l'opposition, avec notre parti qui aura pris le pouvoir et le RDPC dans l'opposition. J'aimerais bien voir les voix sur le plateau défendre ou bien accuser. J'aimerais bien voir ça. Je vous assure, c'est un rêve que je caresse depuis, de voir dire, bon, nous recevons aujourd'hui comme parti de l'opposition, membre du RDPC, et suivre comment il va nous. Donc, je reviens à ça pour dire que c'est quand même lamentable de voir ce qu'on vit. Vous savez, les populations sont instrumentalisées à la limite. Les populations, à un moment donné, je me pose si on n'a pas procédé à une zombification du cerveau des populations. Pourquoi? Je prends une zone comme Douala 3. En son temps, le maire Job Théophile Kouamna
il avait été informé par ses services compétents qu'il y avait une entreprise à Douala 3e qui polluait, à part des fumées d'émissions, des gaz et tout, qui polluait l'environnement. Il prend sur lui de faire des courriers, lettres mortes. 3, 4 courriers, lettres mortes. Un jour, il prend toutes ses équipes pour descendre, aller interpeller ou dire, je vous écris depuis par rapport, il faudrait que vous arrêtez. Je vous assure que ce propriétaire-là l'a lavé. Il a lavé Job Théophile comme là. Je parle dans un langage que les gens comprendront. Lavé jusqu'à appeler le ministre là, devant. Et le ministre a dit, demande-lui de partir, il n'a rien à faire ici. Vous vous rendez compte que, parce qu'il est de l'opposition et que tous ceux qui sont en face sont du RDPC. Je vous prends notre point, toujours à Douala 3. Dans le projet du maire Job Théophile Kwamna, il avait prévu faire des forages. Au moment de se lancer, il a fait le tour de tout. C'est une zone industrielle. Tout le tour de la zone industrielle en disant que vraiment, mettez même ne serait-ce que 100 000 ou 200 000. On va voir comment avec la mairie on va se battre. Personne n'a rien donné. Mais on est parti prendre quelqu'un d'autre, dont je vais taire le nom, qui est aussi en campagne pour la mairie. On allait le prendre. C'est plutôt lui du RDPC qui est venu. Là, les financements lui ont été donnés. Il a fait des points d'eau. Et c'est là où on a compris finalement, M. Michel Gatchou, que voilà le fonctionnement du parti au pouvoir. Ne pas mettre à disposition, comme l'expliquait Bobo, l'argent pour permettre aux maires de l'opposition d'atteindre leurs objectifs et les promesses qu'ils ont faites aux populations, mais plutôt de torpiller et à l'approche susciter quelqu'un qu'ils auront coopté, qu'ils préparent à prendre la mairie, à descendre sur le terrain comme le bienfaiteur, le sauve-tout, le Manitou, pour installer les trucs, aller dans les hôpitaux, faire les dons de médicaments, donner des tables bancs, racler les axes routiers. Mais est-ce que c'est normal que dans une zone qui est tenue, vous ne pouvez pas voir ça dans la mairie de la 5e par exemple? Vous arrivez à Douala 3, un individu se lève, il décide de racler la route, le maire veut s'opposer, on dit monsieur, c'est Yaoundé qui appelle pour intervenir parce qu'il est de l'opposition. Donc je pense, et moi à mon avis, j'aurais dit à tous les maires de l'opposition, laissez la mairie directement au pouvoir parce que vous ne parviendrez pas à vous en sortir. Tous les projets, même les projets BIP, dans leur exécution, pour apporter le projet, il faut trimer, il faut à Yaoundé tous les jours, faire des courbettes, marcher, sur 100 000 ou 1 million qu'on devait vous donner, on vous donne 50 000. On dit non, partez d'abord, allez attendre. Vous entendez qu'on a donné, faire notre fait majeur, l'argent du Covid, gestion du Covid. Vous savez que la majeure partie des mairies d'opposition n'ont pratiquement pas reçu cet argent. Cet argent s'est partagé avec les mairies au pouvoir. La preuve, nous avons eu le même job des ECA qui a dit qu'ils n'ont rien perçu en termes de francs pour lutter contre le Covid. Donc, allez jusque-là, vous vous rendez compte que finalement, c'est pour ceux qui sont en haut pour le moment. Et c'est pour ça que je caresse ce rêve de les voir assis un jour de l'autre côté, comme opposants. Merci, cher Lamine Bachou. Madame, Monsieur, merci également à vous. Mais en regardant quand même les populations aujourd'hui, il est très évident que, parlant peut-être de la zombification dans laquelle vous faites allusion ce matin, Charles Lamine Bachou, le Cameroun serait-il vraiment zombifié? Les populations ne peuvent-elles pas se rendre devant les mairies, demander aux maires de leur rendre compte? On vous dirait qu'il y a des conseils municipaux qui représentent également un certain nombre de factions et qui peuvent parler au nom des populations. Mais à Brazzaville, les populations de Brazzaville boivent de l'eau verte. C'est très grave. Je dis à Brazzaville, je donne le nom du quartier. À Brazzaville, les populations boivent. À Douala, oui. Brazzaville, les populations boivent de l'eau verte. Je dis de l'eau verte. Allez voir. Vous voyez quand les enfants puisent de l'eau. Là, à Brazzaville. Et nous sommes dans quel arrondissement? Douala 3. Les populations boivent de l'eau verte. Je ne peux pas vous en citer. Vous arrivez dans la zone de Nilon. Vous allez voir les gens boivent l'eau blanche, le calcaire. La question peut-être, elle est folle. La question, elle est folle. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer que vous, Camerounais, nous voyons ces éléments qui manquent. Nous essayons de nous accorder avec les chefs de bloc, les chefs de quartier, qui n'en font rien. Nous restons muets, nous préférons mourir et continuer à mourir, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va continuer à vivre dans ce... Lorsque les chefs décident de se plaindre, on les destitue. Et les populations finalement. Lorsque les chefs décident de porter la voix des populations, parce que on réellement, les destitue. Parce que c'est... Je me rappelle à une période, il y a eu un chef, je pense que c'était le chef de Bonabo, au Bepanda Yong, qui, au vu de l'insécurité, s'était levé avec ses notables, les notables de sa chefferie, pour aller se plaindre à la préfecture. On lui a demandé de sortir rapidement. S'il n'y avait pas un poste de gendarmerie ou un poste de dans son coin, on l'a chassé comme un malpropre. Mais il y a ce qui est dit.
Il y a ce qui est écrit et il y a ce qui est fait. C'est dans ce qui est fait véritablement que vous allez vous rendre compte que vous allez même interpeller un chef, vous dire que mon frère, mes bras sont coupés, je n'ai plus de pieds. Toi-même, si tu parlais te plaindre, va te plaindre. Voilà là où est devenu le jeu. Les maires de l'opposition n'ont pas de pouvoir. Ils nous regardent, ils n'ont pas de pouvoir. Sauf les maires de l'opposition du parti au pouvoir. Les partis de l'opposition alliés. Les partis satellites. Satellites. Ils sont là, non, à ce niveau. Vous allez vous rendre compte que tout se gère bien à leur niveau. Mais ceux qui sont véritablement dans l'opposition n'ont rien. Merci beaucoup, cher Lamel. Merci à vous, madame, messieurs. Restez présents sur les antennes Equinox Télévision. 10-12, le Zénith se poursuit en même temps. Et on en profite pour saluer les nombreux téléspectateurs qui nous laissent des milliers, mais alors des milliers de messages sur les pages 10-12, le Zénith, y compris les pages Equinox TV. Merci à vous, madame, messieurs, de nous faire véritablement confiance. Et nous allons prendre la peine dans un instant de lire quelques messages quand même. On ne pourra pas tous les lire, mais nous vous rassurons qu'à chaque fois, à la fin de l'émission, on prend le temps de vous lire un à un et on en fait des commentaires ici et on prend et on tire des conclusions justement de vos nombreuses préoccupations. Merci de nous faire confiance. Les messages, Karine Sontia. Étant donné que le gouvernement de la Mangeoire a adopté une politique d'oppression de la population, ceux des élus locaux de l'opposition qui optent à donner le strict minimum à leur circonscription se trouvent généralement lésés en matière de financement des projets. Quand bien même ils parviennent à le faire, les autorités administratives ont parfois du mal à l'approuver. Par exemple, dans un arrondissement à Kumba et un autre à Boya. Chacun Bernard qui nous écrit concernant la colère du jour. Un autre message concernant l'histoire du jour. Tu portes le nom de ton ancêtre, tu portes un nom bantou qui a une signification bien précise dans ton village, mais tu fuis les traditions. Question, qui es-tu réellement? Des perdus. C'est Tatajo qui écrit ce matin. Un autre message. Le Cameroun est une curiosité. Le super maire de Yaoundé et le maire de Yaoundé 6, qui sont tous deux des élus du peuple, sont en conflit et c'est le ministre de la décentralisation qui a le dernier mot alors qu'il n'est que nommé. Paul Raoul qui écrit ce matin. Un autre message, les maires de l'opposition sont juste des figures car ils n'ont pas de pouvoir dans leurs différentes mairies qui sont en réalité gérées par le percepteur payeur. Seule la vraie décentralisation pourrait leur aider à travailler aisément. Un autre message, à mon avis, la tradition et la religion se complètent. Pour les sacrifices coutumiers, on utilise le sel, l'huile de palme et en religion catholique, on utilise aussi le sel, l'eau bénite et l'huile d'olive. Pendant les cérémonies traditionnelles, on évoque si, qui veut dire Dieu en français. L'on fait le salaka en coutume et en religion, on parle de charité. Donc, à chacun de voir comment gérer ses croyances et ses convictions. Non, c'est pas chacun. Il faut dire, Paul, Jean a dit dans votre livre, tu connaîtras la vérité t'affranchira. L'Église chrétienne a volé, a triché, a plagié dans nos traditions. Même le terme de la Vierge. D'abord, il y en a même un qui a dit là que dans Paul de Tarse est né quand? C'est Constantin le Grand qui a créé le christianisme en 322 au concile de Nicée. Tout le monde le sait. Donc, ces choses-là ont été trichées dans la tradition africaine. C'est tout. Il faut dire la vérité. Tricher. J'ai dit tricher. Et aujourd'hui, on est très impliqués. Bon, ben, oui, mais on est très impliqués. On y croit sans vergogne. La religion catholique est à cheval entre la tradition africaine et la tradition égyptienne, même si c'est la même chose. Lorsque les tuniques que vous voyez porter, l'adoration du dieu soleil et tout, allez voir les pratiques dans l'église catholique, je le dis à mon deux visions, il y a plein de l'Égypte à l'intérieur. Mais reconnaissons-le quand même. Hein. Et c'est ce que l'autre avait dit, le révérend père Angèle Benvin, il avait dit, si moi, je fais la messe en portant le baume, en utilisant mon chasse-mouche et l'eau de mes lieux sacrés pour bénir, quelle différence y aura-t-il entre moi et celui qui va puiser l'eau au Jourdain? Voilà. Et c'est de là où est devenu tout ce que vous connaissez, le connaissant. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une bonne frange
des Africains aujourd'hui qui prennent très vite conscience de ce qui est en train de se passer, bien qu'il y ait eu un Français qui de son temps a dit que lorsque les Africains vont se réveiller, ils les enverront tous redormir. La France. Ce qui est... Hein? La France. La France justement a dit que lorsque les Africains vont se réveiller... Non, c'est l'écrivain qui a dit lorsque l'Afrique s'éveillera, la France l'enverra. très bien. C'est Hugues Séraph. Merci beaucoup. Heureusement aujourd'hui que les Africains sont réveillés à travers la planète entière. Les Africains savent exactement ce qu'ils veulent aujourd'hui. Et je vais quand même peut-être vous le dire, hein, ça s'est vide et trêve dans les églises depuis un petit moment, hein, peut-être vous ne le savez pas. Il y en a qui nous disent, mais monsieur Ngachou, on ne vous connaissait pas comme ça avant, petit le servant de messe. Vous dites, oui, c'était bien. Vous êtes choriste? Oui, on était choriste. C'était bien. Mais est-ce que vous connaissez aujourd'hui que... Dieu t'a appelé. Tu as vu, maintenant tu as vu la voix de Dieu. Donc tu as laissé l'église, tu es venu sur la voix de Dieu. Et non, il faut dire, ce qui est quand même dommage, c'est que je regardais encore hier soir des images sur la toile où je voyais comment on fabrique la communion. C'est-à-dire... Le corps du Christ. La communion. Le corps du Christ. Oui, non, c'est la communion. Le corps du Christ. C'est le blé. C'est du blé. Oui. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'on n'a pas le mil au Cameroun? Est-ce qu'on n'a pas le riz au Cameroun? Attendez, Est-ce qu'on n'a pas le couscous au Cameroun? Mais puisque ce blé, en réalité, vous le faites au Cameroun? Vous ne faites rien dans votre pays. Mais non, puisque on vous le dit très bien. Non, monsieur Ngachou, excusez-moi, laissez-moi vous expliquer. Un prêtre catholique romain à qui on a refusé d'enseigner dans les séminaires catholiques, il s'appelle Jean-Marc Ella. Il est mort en janvier 1998. Il a écrit un excellent livre chez Cartala, Le cri de l'homme africain. On peut le retrouver ce livre-là? Je ne sais pas. Il a dit ce que vous dites là, parce que sa thèse de doctorat était sur la transcendance de Martin Luther. Comment lui vient parler de protestantisme? En fait, il a proposé dans ce livre, Le cri de l'homme africain, qu'on pouvait faire la communion avec le mil et le sorgho parce qu'il a été à Tokombéré. J'ai dit, on l'a exclu. Jean-Marc l'a enseigné à la faculté de théologie protestante. Il n'a jamais enseigné dans un séminaire catholique. Et il n'y a que l'université catholique Louvain qu'il a appelé. Là où d'ailleurs il en est mort. Donc, il a proposé ça et il a dit dans son livre lui-même, Le cri de l'homme africain, que l'Église catholique fait du mercantilisme. C'est pour ça qu'elle impose le blé que les fermiers cultivent ailleurs pour nous imposer. Et même le vin qu'on utilise pour le mess. Allez lire Le cri de l'homme africain, déjà marqué là. C'est dedans. Donc on ne dira pas que c'est le taré traditionnalisme. Bon, c'est leur prêtre même. Déjà marqué là. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, dans un instant, rapidement, on ira voir ce qui se passe sur la toile. Karine Santia, des éléments, des images que vous avez sélectionnées pour nous ce matin. Le premier sujet concerne notamment ce jeune garçon, adolescent de 18 ans, qui a été transféré à la prison de Kondengui par le juge d'instruction pour avoir trouvé et partagé les preuves de baccalauréat sur les réseaux sociaux. Et la toile qui crie à l'injustice depuis la publication ou encore de cette décision. Les gens se demandent pourquoi est-ce que le juge décide cela alors qu'au ministère de l'administration, ministère des enseignements secondaires, on nous a établi les vrais coupables et que ces derniers n'ont été suspendus que pour 3 mois de leur fonction. Finalement, y a-t-il des plus coupables et des moins coupables? Alors si ce jeune homme qui n'a reçu l'information qu'en dernier ressort et qui l'a partagé est le moins coupable, pourquoi est-ce qu'il va en Kondengui? Alors s'il est le plus coupable, qui sont ceux qui ont laissé sortir cette information? Voilà les questions que se pose la toile. Et la toile est enflammée aujourd'hui à la suite de cette histoire, madame, messieurs. La toile est inondée. On ne comprend pas comment on peut avoir une telle décision, décider d'arrêter un jeune, alors qu'on sait aujourd'hui qui sont les réels commanditaires. Charlemagne Bachou, la justice était juste dans ce pays, de votre point de vue? Monsieur Michel Ngachou, la justice est juste. Pourquoi est-elle juste? Vous savez, ça dépend de comment on lui présente les cas et comment est-ce qu'on analyse. On arrive. Souvenez-vous que avant ce garçon de 18 ans qu'on a déféré malheureusement en Kondengui, on a eu le cas de ces élèves qui avaient partagé un message au sujet de Boko Haram.
Vous vous rappelez, ces jeunes élèves qu'on a pris, ils se sont retrouvés, je pense qu'ils sont à plus de 3-4 ans désormais incarcérés. On les a dépêchés, on les a envoyés, ils sont arrivés au tribunal criminel spécial, on les a jugés, et vous connaissez la suite. Donc cet enfant, il est coupable du fait d'avoir transféré des messages partagés. Et c'est ce que nous décrions tout le temps ici sur ce plateau. Ce n'est pas toute chose qu'on transfère. Ce n'est pas toute chose qu'on partage sur les réseaux sociaux, qu'on partage via les groupes WhatsApp, qu'on partage via les trucs. Ce n'est pas toute chose, c'est condamnable et c'est répréhensible à ce niveau. Bien, une fois que j'ai dit ça, pour permettre aux autres de comprendre véritablement qu'il faut éviter de partager, on va se dire qu'il y a eu le cas de cet enseignant qui lui aussi a été interpellé, vous n'avez pas fait mention de ça, il est interpellé, l'enseignant de Mélon, parce que les élèves, on lui a envoyé ça dans le groupe WhatsApp. Il a pris, il a traité les preuves, il a renvoyé les preuves traitées aux différents enseignants, il a été interpellé. Donc, j'estime que ces 3 personnes qu'on a interpellées dans cette affaire, ce n'est pas que ce jeune garçon, c'est 3 personnes qui ont été interpellées. Je trouve qu'on les a présentées comme étant ceux par qui, les vecteurs, ceux par qui l'eau s'est retrouvée dehors, c'est ceux qui avaient, on a demandé, il était question qu'ils donnent leurs sources, l'un a dit qu'il a pris sur Instagram, l'autre a dit que c'est les élèves qui l'ont envoyé, le troisième a dit qu'il a aussi récupéré ça comme ça. Donc, vous voyez que la justice, là, en ce moment, on a dit détention provisoire, ils sont restés déjà 1 mois, non, c'est pas 1 mois, ils sont restés... ça faisait quand même des semaines. Hein. Ça fait des semaines oui, qui sont gardés en cellule. Oui. Aujourd'hui, ils passent. Mais comment vont-ils être incarcérés alors que les principaux coupables, dont l'enquête était toujours ouverte, les principaux coupables sont en liberté. Sont connus, les principaux connus de l'OBC. C'était reconnu par la ministre de l'enseignement secondaire. Je vous ai dit que ce n'était même pas seulement eux les coupables, parce qu'il y a ceux qui ont ouvert le tiroir, ceux qui ont enlevé, qui ont fait sortir les documents avant de les rendre publics. On a accusé l'imprimerie, mais si ça n'avait pas été à l'imprimerie, ça avait été plus tôt. J'estime que la justice, elle a été juste dans ce sens qu'on lui a dit, voici ceux qui ont eu l'eau, qui ont mis l'eau dehors. L'acte en lui-même est répréhensible, raison pour laquelle on se trouve. Mais de là, aller frapper eux et laisser les principaux coupables à l'intérieur, je dis non, là, elle est injuste. Bon, Benga, comment vous appréciez ça? Ce qui se passe avec cet enfant qui, en réalité, est victime d'avoir partagé simplement une image sur Internet, alors qu'en réalité, il a aussi puisé comme tout le monde sur Internet. Que les magistrats, s'ils veulent vraiment faire leur travail, qu'ils fassent des enquêtes et qu'on libère ces enfants. Moi, je n'ai pas poussé l'école loin. Même mon CEP, je l'ai fait, le certificat d'études primaires indigènes, je l'ai fait en venant de l'école sous l'arbre. Vous ne l'avez pas connu, l'école sous l'arbre. Donc, même là-bas, on nous apprenait le travail en groupe. Quand vous travaillez en groupe, j'imagine que les magistrats ont bac plus. Que là-bas aussi, c'est le travail en groupe. Quand vous avez une preuve, vous partagez en groupe. Vous partagez en groupe. Donc, ils ne sont pas coupables. Maintenant, comme dit Chalamel, parce qu'il y a un délit, bon, on peut les impliquer, mais uniquement pour la recherche de la vérité. Mais on ne peut pas les prendre pendant 1 mois. C'est pas bon. Mais ce qui est dommage, c'est que les organisations non gouvernementales qui militent en faveur des humains, des droits humains sont muettes. On ne comprend pas. Justement, certains organismes ont commencé même à, à condamner les enfants en disant voilà les génies qu'on nous présente souvent. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Les inspecteurs pédagogiques choisissent les épreuves. Ce qu'on m'a dit, c'est 3 épreuves par matière. Comment les élèves peuvent savoir que c'est tel métier? Ils reçoivent le truc, ils envoient un des enseignants qui corrige, il leur dit monsieur, voilà, monsieur, il corrige. Est-ce qu'il est là-bas pour savoir que c'est ce qui est envoyé dans les réseaux sociaux, c'est ça qui viendra? Même s'il y a papier en tête, il y a des faits que tout, mais l'élève est là. La seule chose, il me semble que nos tribunaux, nos justices ont ce qu'on appelle les juges d'instruction. Comment ces juges d'instruction ici dans notre pays, il n'y a pas de présomption d'innocence, c'est des présomptions de culpabilité. Donc, quand on vous soupçonne, vous êtes coupable déjà. Automatiquement. Donc, voilà, maintenant, quels sont donc les vrais coupables? Parce qu'on n'a pas soupçonné ceux qui ont mis l'eau dehors. On vient c'est pas possible. Merci. Dominique Audrey, c'est quand même assez grave quand même, parce que ces enfants, connaissant la justice camerounaise, connaissant le traitement dans la justice camerounaise, les commissariats, etc.,
ces enfants peuvent croupir là-bas en prison si rien n'est fait, si aucune ONG ne se lève, si même les Camerounais eux-mêmes se lèvent pour dire que libérer nos enfants parce qu'on connaît les vrais coupables. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? J'ai l'embarras pour vous répondre entre deux citations. Nelson Mandela disait à son époque que c'est l'oppresseur qui détermine la forme de la lutte et non l'opprimé. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'aura de solution que de se protéger ou de répondre par la violence. Ça, c'est Nelson Mandela qui le disait. Et aux Camerounais, je dirais aujourd'hui que, au nom avec la voix de Thomas Sankara, que la maladie, on ne la soigne pas en prononçant simplement le nom. Si on dit simplement injustice, injustice, ça ne se fera pas. Rien ne va changer. On n'aura pas de justice. Il faut dire le nom, il faut prendre le médicament, réclamer la justice pour ces enfants. Là, on reviendra à l'équité dans la société. On ne peut pas accuser ces enfants aujourd'hui d'avoir dispatché l'information parce que l'information est venue les trouver chez eux. Et comme on l'a dit, on travaille toujours en groupe. Always. Toujours. Les parents de ces enfants, moi je l'ai dit le matin, les parents de ces enfants ne doivent pas rester silencieux. Parce que si on attend quelque chose des autorités, leur position est connue. Non, le danger c'est qu'il y aura corruption. Parce qu'on vous dira maintenant que vous êtes allé vous plaindre d'Equinox. Venez même nous voir, moi en parler. Que vous allez vous plaindre d'Equinox. Vous avez fait juste... Parce qu'il faudrait qu'on sache le nom des enfants, Karine. Personne ne s'est plaint. Mais il faut qu'on sache le nom de ces enfants. Non, écoutez, c'est pas possible. On ne peut pas... Est-ce qu'on va cautionner de telles injustices? On ne devrait pas. Voilà. On ne devrait pas. Je ne vais pas dire le fond de ma pensée ici. On ne devrait pas, mais quelque chose doit être fait. Il n'est pas question que vous donnez un copec pour qu'on libère votre enfant. Je l'ai dit à l'entame. Si on enferme cet enfant, on enferme toutes les salles de classe. On enferme toutes les classes. On touche le ministère justement des enseignements secondaires parce qu'on sait ce que les inspecteurs ont fait. Il faut le dire. Les juges attendent les dossiers au bureau. On ne sait pas au bureau qu'on attend les dossiers. Un cas comme ça, aucun magistrat. On a vu, et il se réfère souvent à la France, Eva Joly est sortie de son bureau pour aller inculper les Mitterrand, les Le Floch-Prigent et tout. Qu'ils sortent des bureaux pour inculper, pour aller maintenant inculper ou alors mettre en examen la direction des examens et concours et tout, et voir où c'est passé. Et vous chutez, Dominique. Oui, donc on vient voir le receleur alors qu'on connaît le voleur. Au responsable, on a donné 3 mois, tout simplement. Donc cet enfant, on a partagé que l'information... responsable de l'office des baccalauréats du Cameroun. Oui. Ils sont là-bas. Pourquoi Madame Nalova Longa... son nom est compliqué. Pourquoi Madame la ministre reste silencieuse? Pourquoi Madame de la promotion de la femme et de la famille qui est censée protéger les faibles, les enfants, ne dit rien? Pourquoi elle reste silencieuse? Pourquoi cette femme reste silencieuse? Pourquoi la famille de cet enfant reste silencieuse? Pourquoi vous restez silencieux? Ah mais c'est bien dommage. On ne peut pas accepter que cet enfant aille en prison simplement parce qu'il a reçu une épreuve, il a partagé avec ses camarades et c'est normal que le professeur corrige. Tout le monde le fait. C'est comme ici, quand on est au salaire à la fin du mois, on se partage quand même. Il y a l'afterwork qu'on aura de temps en temps parce qu'on veut se partager le petit peu qu'on a. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir autant de méchanceté sur un enfant? En tout cas, Karine, on espère qu'on pourra avoir le nom de l'enfant et bien sûr dans les jours à venir. Ngassam Noche Gervais. Ngassam Noche Gervais. Oui. Très bien. Il faut justement que... On espère que les organisations non gouvernementales qui militent en faveur des droits humains vont se saisir au plus vite de ce dossier et qu'on fasse preuve de logique. Et qu'on un tout petit peu quand même, parce qu'on connaît les vrais coupables, on sait où ils sont. Et merci à vous, madame, monsieur, de garder le cap. Karine Sontia a des images pour nous. Elle nous les montrera dans un instant. Mais allons d'abord voir Constil Lamine qui a un produit à nous présenter ce matin. Il nous parle de fariblé. Constil Lamine, bonjour à vous. Vous êtes sur le plateau B. Bienvenue. Alors, merci Michel Ngatiou. Bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour bel et bien à tous les téléspectateurs de cette émission et à tous les consommateurs de fariblé.
C'est encore un plaisir pour moi d'être là ce matin pour parler de ce repas complet 100% bio made in Cameroun. Regardez bien sûr la présentation physique de ce repas complet. C'est un produit 100% camerounais. C'est 80% de sémoule de blé, 20% de sémoule de manioc. Et au-dessus de la boîte, vous avez un sachet dans lequel il y a 20 condiments camerounais. Alors, chers téléspectateurs, c'est donc l'occasion, bien entendu, pour moi ici, d'attirer l'attention de tous ceux-là qui nous regardent en ce moment. Vous êtes à la recherche d'un repas complet. Vous avez besoin de très très bien manger. Vous avez besoin de passer toute une journée avec de l'énergie, avec bien sûr de la bonne humeur. Alors, je vous invite bel et bien de goûter, pour ne pas dire d'essayer Fariblé, qui est un produit camerounais. Alors, pourquoi devrait-on choisir Fariblé? Tout d'abord, parce que Fariblé est un repas complet. Fariblé est un fast-food de qualité supérieure. Fariblé est riche en calories. Fariblé est riche en vitamines. Fariblé vous permet également, chers téléspectateurs, de pouvoir garder votre ligne tout au long, bien sûr, de la journée. Fariblé vous évite d'avoir un ventre ballonné. Oui, c'est un véritable régal sans pareil. Fariblé aujourd'hui se présente comme ce repas complet qui peut être consommé par tout un chacun, que ce soit les bébés, que ce soit les adolescents, que ce soit les adultes, les personnes du troisième âge et même bien entendu les diabétiques et les hypertendus peuvent consommer Fariblé. Et quand on parle bien sûr de Fariblé, on parle également de son usine de fabrication qu'on peut d'ailleurs vivre à l'instant à travers l'écran. Là, c'est l'intérieur de l'usine de fabrication de Fariblé. C'est important de savoir où est produit ce que vous mangez. Ça ne sert à rien de présenter aux consommateurs des produits alimentaires qui sont fabriqués un peu partout dans des conditions d'hygiène pas très propres. Alors Fariblé est fabriqué dans une usine camerounaise en plein cœur de Douala. On peut d'ailleurs apercevoir à l'instant l'intérieur de cette usine, la qualité de nos machines, la qualité du personnel. Ah ben oui, rien qu'à voir l'intérieur de l'usine, on a envie directement d'aller dans un point de vente et d'acheter Fariblé. Chers téléspectateurs, ce que nous mangeons est très important. Oui, raison pour laquelle je vous conseille de manger régulièrement Fariblé. Ah ben oui, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Fariblé vous permet de bien digérer. Fariblé vous permet d'avoir de l'énergie, de la bonne humeur. Quand on connaît les vertus du blé, quand on connaît les vertus du manioc et surtout quand ces deux éléments se réunissent à l'intérieur d'une boîte, ça donne tout simplement un goût particulier. Nous restons toujours, bien entendu, dans la présentation de ce repas complet qui, comme je l'ai si bien dit, chers téléspectateurs, est donc la nouvelle façon de manger. Nous allons tout de suite passer à l'instant réservé à la commercialisation directe du produit. Et quand on parle de la vente directe d'un produit, on parle bien sûr du prix. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que Fariblé est vendu à 500 francs une boîte de Fariblé. Oui, je dis bien un repas complet, un repas délicieux, un repas riche en vitamines. Vous l'avez dans tous les points de vente du Cameroun au prix de 500 francs la boîte. Et en ce moment, jusqu'à la fin du mois de septembre, nous sommes en train de vivre une grande promotion, une grande vulgarisation de Fariblé, raison pour laquelle dans tous les points de vente du Cameroun, dès que vous achetez 3 boîtes de Fariblé, la 4e boîte vous est donnée gratuitement. Ah ben oui, 3 boîtes de Fariblé achetées, la 4e boîte vous est donnée gratuitement. On parle également d'un carton de 20 boîtes. À l'intérieur de ce carton, vous avez 20 boîtes, ce qui revient à 10 000 francs le carton. Mais dans le cadre de la promotion, les premières personnes à commander dès un instant vont acheter ce carton à 9 000 francs au lieu de 10 000. Je dis bien, les 20 premières personnes à commander à l'instant achèteront le carton de Fariblé à 9 000 au lieu de 10 000 francs. Et en plus, ces personnes vont recevoir 5 boîtes de Fariblé gratuitement. Nous allons tout de suite passer aux modalités de livraison. Ceux des téléspectateurs qui ont besoin de commander Fariblé dans la ville de Douala et de Yaoundé, nous livrons gratuitement parce qu'on a des représentants à Yaoundé et des représentants à Douala. Donc ceux qui ont besoin de Fariblé à l'instant, alors n'hésitez surtout pas. On peut également avoir Fariblé du côté du magasin 1001 tapis, raison pour laquelle ça s'affiche à l'écran. On peut également l'avoir
voir du côté des supermarchés Santa Lucia, des supermarchés Dove, des supermarchés Casino, des supermarchés Carrefour, du côté bien sûr de Koto, de Mbangé, de Makepe, de Yaoundé, partout. On parle bien sûr de Fariblé. Et ceux qui nous regardent à l'instant, qui ont besoin de représenter Fariblé, vous avez une boutique, vous avez une alimentation, vous avez une boulangerie, vous avez une supérette, alors appelez le service commercial et soyez parmi les représentants de Fariblé. Question d'avoir dans votre boutique ce repas complet made in Cameroun. Ne l'oubliez surtout pas, 500 francs la boîte de Fariblé. 3 boîtes achetées, la 4e vous est donnée gratuitement. Et pour le compte de ce jeudi, vendredi et samedi, il y a une grande dégustation du côté de Central Voyage, c'est à Douala au Cameroun. Central Voyage qui est c'est-à-dire l'un des points de vente de Fariblé. Nous invitons les téléspectateurs à l'instant de Douala de se rendre du côté de Central Voyage pour déguster gratuitement Fariblé et faire des achats au prix de promotion. Merci beaucoup et n'oubliez pas, manger c'est bien, manger Fariblé c'est encore mieux. Allez, madame, monsieur, on vous retrouve rapidement pour la continuité de 10-12 le Zénith et nous vous rappelons bien sûr que sur ce plateau, le nom de ce petit garçon aujourd'hui incarcéré qui devrait reconnaître quand même, dont il faudrait reconnaître aujourd'hui que sa place n'est pas dans cette prison qui est bien sûr érigée pour lui et ses camarades. Il s'agit bien sûr de Ngassam Notié Gervais Kevin qui aujourd'hui passe des sales temps dans une prison camerounaise pour avoir simplement retrouvé sur les réseaux sociaux une épreuve du baccalauréat et qu'il a fait partager avec ses camarades. Et voilà, aujourd'hui, il est la victime. Et pourtant, les noms effectivement de ceux qui ont été reconnus comme étant les commanditaires de cette histoire sont connus. On parle bien sûr ici, je me permets de le lire, de Ngoumti Célestin de Paul, qui est professeur de lycée, qui est plègue et qui est chef service justement au niveau de l'EBC. Vous avez également Bona Zaché. Plègue également. Plègue également. Vous avez un autre nom. Sekbe. Vous avez Ngam, Timi, Léontine, pardon, Éloise. Vous avez Ayatou Issa Junior. Vous avez Abenangono, Gabriel Noël. Et surtout, Minfumu Fomo Valérie. Voilà les gens effectivement qui ont été à l'origine de cette gabégie. Et le petit garçon Ngassam Notié Gervais Kevin est en train de payer le prix inutilement aujourd'hui. On compte effectivement sur les ONG pour mieux comprendre ce sujet. Il paye le prix pour avoir appliqué la leçon qu'on donne à l'école. On apprend. Le partage. Apprenez, non, à étudier en groupe. Voilà. Étudier en groupe et vous émergerez ensemble. Lui, il veut donc étudier en groupe avec ses camarades. On le punit pour ça. Très bien. Allez, Karine, vous aviez des images pour nous ce matin également. Des images de la toile qui montrent des populations pleines de contestations dans le Mungo contre l'installation d'un chef de 3e degré dans le village Ebam Mama au nom de Dipanda qui pour les protestataires est un faux chef fabriqué, un voleur de pouvoir. Et on va certainement voir les images. Chef traditionnel du 3e degré du village Ebang Mama. Ebang Mama. Voilà, c'est l'actuel chef, c'est lui qui veut s'imposer comme étant chef. Mais l'histoire, en fait, Charles Hamel nous fait savoir que le chef en lui-même est décédé. Et vous savez, il y a des traditions. Hein, ça, si vous décédez, c'est votre fils directement qui prend votre position. Et lui, il n'est plus là. L'un de ses proches collaborateurs, sa main droite, décide désormais de prendre sa position en tant que chef. Et là, maintenant, ça crée du grabuge dans le village. Les populations s'insurgent et disent qu'ils ne veulent pas de ce chef-là, qui aujourd'hui tente de tout faire pour s'imposer comme chef dans cette localité. Il y a quelques jours, les chefs traditionnels, notamment du Mungo, informaient qu'ils vont manifester le 12 septembre prochain pour s'ériger contre ces chefs traditionnels qui sont en train d'être nommés et installés. Très bien. Allez, Mbon Bengan, peut-être pour vous également qui comprenez mieux ces affaires-là. Lorsque vous volez une succession, alors que vous arrachez une succession, alors que vous étiez la main droite justement du chef, et qu'il y a des contestations comme ça, est-ce qu'il ne peut pas avoir de honte quand même en vue pour soi-même? Non, si ces chefs étaient des chefs traditionnels, ils n'auraient pas usurpé. Mais l'auxiliaire d'administration qu'on a accolé à Tchétchène a enlevé tout parce qu'ils ne connaissent pas la tradition.
Donc ce qui se passe là, la même chose se passe au quartier Domaine Aïdéa, où un chef Tapoko a été... Mais lui, il traîne même un casier judiciaire, c'est un anarcheur reconnu en France. Le préfet de Sémé de Kosso a refusé de le valider et le nouveau préfet de la Sanaga maritime est venu le valider. Malheureusement, avec toutes les enquêtes de Madame le procureur de la République, de DA, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on fabrique les chefs. Et ici, heureusement, à aider les populations ne sont pas élevées. Ici, moi, je salue et que les populations veulent dire là. Parce qu'en fait, ça va revenir donc à ce que nous souhaitons tous aujourd'hui, c'est-à-dire un consensus national. Nos royaumes ont précédé la République. Comment intégrer les royaumes dans la République? C'est ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que nous, on l'avait vu. Nous, le peuple Bassa notamment, avec le Ngambi en disant, moi, un Mbombok ne peut pas être auxiliaire d'administration parce qu'un préfet, un gouverneur, ils vont me dire quoi? Ils n'ont rien à me donner des instructions lorsque je prends des engagements pour ma famille. En fait, c'est ce que nous vous souhaitons des chefs. L'embarras est même ici à Douala Premier. Pourquoi il y a 3 chefs de premier degré? Précisément parce que les Aqua ne peuvent pas être commandés par les Deido. Les Deido ne peuvent pas être commandés par les ressortissants de Cantombel. C'est normal. Mais comment intégrer donc tout ça dans la République? Puisqu'en fait, ils sont dans un même arrondissement, 3 chefs de premier degré. Donc tout ça, c'est à réformer. Et à ce moment-là, le chef de premier degré de la localité ou du 2e degré devait donc, en fait, c'est lui, auprès de lui que les autorités administratives devaient s'inspirer. En disant, le défunt chef, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, et tout. Et ça ne se limite pas là. Même lui, Yinda, l'état de la famille, ça n'a pas là usurpé. Son grand frère était chef. Et il a non enterré son grand frère. Le fils de son grand frère devait normalement prendre. Oui, il a mis en prison tous ceux qui devaient participer au vote, au point où le gars qui vient, son papa décédé, Yinda Gervais, il a laissé son fils. Lui ne se doutait de rien, il a causé avec son oncle. Lui, il pensait que le jour-là, il n'a même pas eu une voix. Très bien. On sort son propre fils pour le désigner. Et là, les populations sont ébahies, ils ne savent pas quoi faire. Donc, il y a comme ça des tribulations partout parce qu'on discute quoi? Un tripatouillage les conseils régionaux qui ne serviront à rien du tout. Voilà, Charles, justement, ces images-là, comment vous les analysez? Les images, il y avait d'autres images quand même, Karine. Alors, il y en avait aussi. La réelle va nous permettre de voir ces images avec vous. Disons qu'il y a 3 éléments qui interviennent. Il y a l'histoire. Oui. Dans tout village, il y a une histoire partant des origines, de l'évolution, de l'extension, l'installation, jusqu'au déploiement culturel, M. Michel Ngachou. A-t-on suffisamment interrogé l'histoire? Première question. Il y a la procédure de désignation du chef. Ce n'est pas dans tous les villages que c'est de père en fils. Il y a des villages à l'Ouest Cameroun que le chef, avant de décéder, désigne. Et ça peut ne pas être son enfant. Dans une autre famille, choisir une autre famille. Il y a des principes dans d'autres villages dans lesquels c'est par rotation. Aujourd'hui, suivant l'ordre, c'est la famille telle. On connaît les différentes familles qui vont devoir régner. C'est connu, M. Michel Ngachou. Et il y a en fait la relation incestueuse entre le pouvoir et l'argent. Vous savez, aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'à l'Ouest Cameroun, sur 100 chefferies, c'est même pas moi le premier à le dire, le chef Sokoudou l'a dit, il y a au moins 80 chefferies dans lesquelles il y a une forte dose comment je vais appeler ça, une forte dose du gouvernement, c'est-à-dire des autorités administratives qui sont venues choisir. C'est désormais l'administration qui choisit les chefs, ce n'est plus les notables, on ne respecte plus, on ne respecte plus. Et là, on a justement en image des populations qui sont en furie et qui ne veulent pas de ce chef-là qui tente de s'imposer. Mais c'est quand même fort, quand même. Vous allez vous rendre compte, M. Michel Ngachou, que tous les membres du gouvernement sont des chefs traditionnels. Tous les membres du gouvernement sont des chefs traditionnels de 2e degré. Je peux vous en citer, ils sont même nombreux. 3e degré. Vous avez le Jacques Famendongo, il est chef. Vous avez Belle Grené, il est chef. Jenny Messanga, tous là sont chefs. Donc la bataille ne commence pas aujourd'hui. Et ils avaient vu les régionales à loin.
On a quelqu'un qui est parti payer tout un village, M. Michel Gachou, pour être chef. Il a appelé les anciens chefs. Non, je n'ai pas donné de nom. Non, c'est où? Non, j'ai cru que vous voulez donner le nom. Je n'ai pas donné. Il a rassemblé les anciens chefs. Vous ne valez rien. À chaque chef, il a donné 50 millions en disant laissez-moi la chefferie. Il a pris la chefferie. C'est pareil à l'ouest. Sur l'axe de Balessing, aller à l'ouest, je dis bien l'axe de Balessing avant Pékin-Michel. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un opérateur économique qui est parti payer la chefferie. C'est connu. Les gens payent la chefferie aujourd'hui depuis qu'il y a une relation où le RDPCP, excusez-moi, je ne parle pas d'employé, mais on les accuse, ces autorités administratives, à être toujours au-devant. On a connu cette histoire dans un village, je pense, c'est Balevin. On a connu ça à Balevin, où quelqu'un, parce qu'il avait été autorité, on l'avait pris comme représentant du roi à Douala, s'est levé, il y avait des tractations jusqu'à Yaoundé. Il est arrivé à diviser le village en deux. Jusqu'à ce que le chef a dit que, ok, je ne veux pas bagarrer avec l'administration, j'accepte de t'installer comme chef, j'accepte. Mais que ceux qui t'ont choisi, ce jour-là viennent et t'installent comme le veut le rituel. Ce jour-là, le représentant du village était là. À l'époque, c'était de manière salie. On arrivait, tout le monde était assis. On a attendu qu'on l'installe. On dit aux autres notables qui vont t'installer, qui viennent t'installer. Il n'y avait personne. C'est comme ça que la cérémonie est finie. Donc, les gens ont vu ça depuis, et je peux vous assurer que ça n'est rien d'autre que la manifestation de ces relations incestueuses avec le pouvoir. Tous, je dis dans tout l'Ouest, à l'heure où je vous parle, on est en train de créer des chefferies, des grosses chefferies dans tout l'Ouest, à l'heure où je vous parle. Les gens sont en train de mettre des millions auprès, avec la complicité des chefs. Attends, permettez-moi, monsieur Gachou. On a touché. Des chefs traditionnels à qui on remet des fortes sommes. Il dit va, mais ne fais pas comme si j'étais au courant. Si les gens s'opposent, ça va seulement passer. J'ai déjà donné mon OK. Des 50 millions, on parle de 50 millions, on parle de 15, 20, 30 millions que les gens vont débourser pour être chefs traditionnels. Merci beaucoup. Allez, c'est un sujet très dangereux. Hein. Ouais. Allez, Constellamine, nous vous retrouvons à nouveau quand même parce que vous avez Von Bio que vous tentez justement de nous proposer. On vous retrouvera dans un instant, le temps que tout se mette en place pour Constellamine qui est sur le plateau B et que nous ayons le bon relais avec lui ici. Karine, vous voulez justement laisser un petit mot rapidement, le temps pour nous de prendre Consti? Concernant ces chefs-là, oui. Moi j'aimerais seulement dire que c'est une situation qui a aussi été vécue dans d'où je viens, le village d'où je viens. Et il y a comme ça des élites qui, à un moment donné, quand dans leur vie politique, ils trouvent qu'ils commencent à avoir de l'ascension, créent des stratagèmes pour avoir une place à la chefferie. Et ça commence toujours comme ça. Après un titre honorifique donné par le chef, ils veulent prendre la place du chef et finalement, ça crée un désordre total. Plusieurs villages dans le RDPC en profite, comme disait Charles Hamel dans sa colère, pour asseoir dans son hégémonie et écraser davantage l'opposition. Je voudrais rappeler que mon village, c'est à Babou dans le Ndé, effectivement. Et à Babou également, il y a un problème de chefferie là-bas qui nous gêne énormément. On espère que les fils Babou pourront en réalité se lever et nous installer un vrai chef, celui que nous voulons. Constellamine, plateau B cette fois-ci, c'est bon. Bonjour, rebonjour. Alors, rebonjour Michel, rebonjour à tous nos téléspectateurs et rebonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Après donc la communication et la vente de ce produit alimentaire qui est également en vente au magasin Mille Un Tapis, à savoir Fariblé, le concept Salaka s'installe à nouveau pour essayer de parler et d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs qu'il est important d'avoir ce complément alimentaire à la maison. C'est bel et bien le Von Bio Oméga 3. Étant donné qu'en ce moment, vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, alors j'ai accordé encore 11 jours de double réduction du côté du magasin Mille Un Tapis. Pour ceux qui n'ont pas pu l'acheter le mois d'août, pour ceux qui n'ont peut-être pas acheté en quantité, c'est donc l'occasion plus que jamais de venir au magasin Mille Un Tapis ou alors d'appeler à nos numéros de téléphone et de passer la commande de votre Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle, coûte normalement au prix de promotion la somme de 6 000 francs. Oui, 6 000 est donc le nouveau prix de promotion du Von Bio Oméga 3 valable uniquement au magasin Mille Un Tapis et du côté bien sûr du concept Salaka. Mais alors à l'occasion de cette double réduction que vous avez réclamée, que vous avez demandé la prolongation, alors je vous permets d'acheter votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 500 francs jusqu'au 11 septembre 2020. Oui, je dis bien jusqu'au 11 septembre 2020, vous achèterez le Von Bio Oméga 3 au prix de 5 500 francs
francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 30 gélules de Von Bio Oméga 3. Vous les avez à 5 500 francs au lieu de 6 000 francs. Offre valable jusqu'au 11 septembre 2020. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également de cette lotion des diabétiques. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Votre peau, elle est délicate, votre peau, elle est fragile. Je m'adresse aux diabétiques. Vous avez donc, bien entendu, ce lait de toilette pour diabétiques qui coûte d'habitude au prix de promotion de 6 000 francs. Mais alors, vous l'avez jusqu'au 11 septembre 2020 à 5 500 francs, votre lait de toilette pour diabétiques. Nous allons tout de suite rappeler les modalités de livraison par ceux qui ont besoin de commander, que ce soit le Von Bio Oméga 3, que ce soit le Von Bio Detox, que ce soit le correcteur de posture, que ce soit les languettes médicales, que ce soit le Early Zap ou alors d'autres articles qui sont en vente au magasin 1001 tapis. Il suffit tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Passez vos commandes, que ce soit par appel ou par SMS, et vous aurez tout ce qu'il y a comme modalité de livraison. Et je rappelle que le concept de Salaka est ce concept-là qui respecte la clientèle, est ce concept-là qui prend les clients comme les véritables partenaires, raison pour laquelle au concept de Salaka, on ne dépend pas un article, on le remplace. Vous achetez un article au concept de Salaka, il y a des soucis, revenons au magasin 1001 tapis, on va bien entendu le remplacer. Nous sommes situés en plein cœur de Douala, c'est en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h. Ne l'oubliez surtout pas, Von Bio Oméga 3, vous l'avez encore et encore à 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Merci Consti, merci à vous également, merci Chalamène Bachou, Karine Santia, Bonbon Bengan et Dominique Audrey pour ce programme de ce jour. Madame, Messieurs, vous également, nous vous disons merci et comme tous les jours désormais, nous nous quittons avec des titres à la une bien sûr du journal Nouvelle Expression. Momo poursuivi en France en ce qui concerne la justice internationale. Qu'est-ce qui se passe pour le ministre délégué à la justice au Cameroun? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour être poursuivi désormais lorsqu'on poursuit bien sûr un ministre délégué à la justice dans un autre pays? Qu'est-ce que cela peut traduire? Allez justement vous l'arracher dans les kiosques, madame, monsieur. À demain, lorsqu'il sera 10h sur Equinox Télévision.